Un policier a forcé une femme à enlever sa robe pour l'humilier. Quelques minutes plus tard, elle a révélé sa véritable identité et tout le monde a été choqué. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Truman Callahan entra au commissariat d'un pas ferme et d'un regard dur. Son uniforme était parfaitement aligné, mais portait le poids d'une autorité forgée par l'intimidation. Ses collègues détournaient le regard, habitués à sa présence écrasante et au ton de voix qui ne laissait jamais de place au questionnement. Truman n'était pas un leader, mais un homme craint. Sa posture rigide et son visage marqué par des années d'insomnie révélaient plus qu'il ne voulait l'admettre, de la fatigue, de la frustration et un profond vide. Il traversa le couloir tandis qu'un subordonné tentait d'expliquer un rapport retardé. « C'est un désordre, tu t'attends à ce que je fasse le travail de tout le monde ? Je n'ai pas de temps pour l'incompétence », cria-t-il en jetant les papiers sur le bureau avant de se diriger vers son bureau. Il s'assit lourdement sur la chaise, la tête pulsant après une journée épuisante. Le téléphone sonnait incessamment, mais il l'ignorait, perdu dans ses pensées. Le bruit des voix dans le couloir l'irritait encore plus. « Est-ce que personne ici ne comprend le sens du silence ?» murmura-t-il en se massant les tempes. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre où le reflet montrait un homme de 42 ans, à la peau brun clair, les cheveux courts déjà parsemés de gris et un regard durci par le temps. L'homme qu'il voyait n'était pas celui qu'il voulait être, mais le résultat d'une vie qui ne lui avait pas donné le choix. Arrivé à la maison le soir, Truman trouva Evelyn assise sur le canapé, les bras croisés. Son expression témoignait d'un épuisement émotionnel, mais ses yeux brillaient de la détermination de quelqu'un au bord d'une décision. Evelyn était une femme de 38 ans, aux longs cheveux bruns et aux yeux couleur miel qui, autrefois, exprimaient de l'affection. Maintenant, il n'y avait qu'un mur entre eux. « Tu es en retard comme d'habitude », dit-elle sans même lever les yeux du livre qu'elle tenait. Il laissa tomber son manteau sur le fauteuil, un geste chargé de négligence, et répondit d'un ton sec, « Qu'est-ce que tu attendais ? J'ai eu une journée tranquille. » Le silence entre eux était presque assourdissant, une tension qui semblait s'accumuler comme une tempête sur le point d'exploser. Truman alla à la cuisine, ouvrit le frigo et ne trouva qu'une assiette couverte de papier aluminium. « C'est tout ? Pas même un dîner chaud ?» se plaignit-il, la voix chargée d'irritation. Evelyn se leva lentement, posant le livre sur la table avec soin calculé. « Penses-tu que tu mérites plus que ça ? Penses-tu que cette maison est toujours un foyer ? Parce que pour moi, ça ne l'est plus depuis longtemps. » Truman serra le verre d'eau qu'il tenait, les mains tremblantes légèrement, mais ne répondit pas. Au fil de la nuit, le couple était dans la même maison mais dans des mondes complètement différents. Evelyn occupait la chambre à trier des documents tandis que Truman se jetait sur le canapé du salon, le faible bruit de la télévision remplissant le silence. Il ne supportait pas cette atmosphère, mais il ne savait pas comment la briser. « Si tu vas m'ignorer pour le reste de la nuit, au moins dis ce que tu penses », cria-t-il depuis le salon. Evelyn apparut à la porte, les yeux brillants d'un mélange de colère et de tristesse. « J'ai déjà pris rendez-vous avec un avocat. C'est fini, Truman, je quitte. » Les mots frappèrent Truman comme un coup de poing dans l'estomac. Il se leva brusquement, l'air de désarroi prenant le dessus sur son visage. « Tu es sérieux ? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, c'est comme ça que ça va se terminer ?» Il fit un pas en avant, mais Evelyn leva la main, demandant de l'espace. « Après tout ce que nous avons traversé, tu dis ça comme si nous avions construit quelque chose ensemble, mais tu as tout détruit, Truman. Tu as détruit qui j'étais, ce que nous étions. » La tension de la conversation rappela des souvenirs, et tandis qu'Evelyn retournait à la chambre, Truman s'enfonça dans le canapé, fixant le plafond. Il tenta de trouver des justifications, mais tout ce qui lui venait à l'esprit étaient ses paroles. Les yeux fermés, des souvenirs de son enfance remontèrent. Son père, un homme violent, jetant une assiette contre le mur, criant des insultes tandis qu'il, encore enfant, se recroquevillait dans un coin. « Tu ne seras jamais rien, Truman, jamais. » Il se réveilla avec la poitrine serrée, les mots résonnant dans sa tête comme une cloche lointaine mais inimitable. Aux premières heures du matin, Truman parcourut le salon vide, ses pas résonnant sur le sol. Il prit son téléphone, hésitant avant d'ouvrir les messages, mais il n'y avait rien d'Evelyn. « Qu'est-ce que j'attends ? Des excuses ? Il n'y avait rien à dire. Peut-être que je le mérite, murmura-t-il, sa voix basse se mêlant au bruit d'une voiture passant dans la rue. Il s'arrêta devant une photo sur l'étagère, lui et Evelyn souriant le jour de leur mariage. Il prit le cadre, passa ses doigts sur le verre et remit la photo, face vers le bas. Le lendemain, avant de partir, il tenta de reparler à Evelyn.
Elle était dans la cuisine, finissant de faire son sac. « Evelyn, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que ça va mal, mais nous pouvons arranger ça. Dis-moi quoi faire. » Elle ne leva pas les yeux, mais répondit d'un ton froid, « Qu'est-ce que tu peux faire? Être quelqu'un d'autre, parce que c'est ce que ça prend. » Ces paroles le frappèrent de nouveau, mais il essaya d'insister. « Je peux changer. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je peux essayer. » Evelyn poussa un petit rire amer avant de se tourner et de sortir par la porte. Au travail, Truman tenta de se concentrer, mais les événements de la nuit précédente le hantaient comme des ombres. Il se surprit à fixer l'écran de l'ordinateur sans vraiment voir, ne voyant rien jusqu'à ce qu'un collègue entre dans son bureau pour lui remettre des documents. « Callahan, ils disent que ta femme te quitte, c'est vrai? » Le ton décontracté du collègue sonnait comme une insulte, et Truman réagit comme il le faisait toujours avec hostilité. « Fais attention à ce que tu demandes, ma vie personnelle ne te regarde pas. » Le collègue haussa les épaules, mais le regard disait tout. À la fin de la journée de travail, Truman se sentit comme si le poids de la journée avait triplé. Il se dirigea vers le parking où il trouva le même groupe de subordonnés qu'il avait réprimandé ce matin-là. Il riait discrètement en le passant, mais Truman était trop épuisé pour réagir. Il monta dans sa voiture et y resta quelques minutes, les mains serrant le volant, mais manquant de force pour démarrer. « Je ne suis pas cet homme, je ne peux pas simplement être ça, » pensa-t-il, mais le doute s'insinua dans ses paroles. Arrivé à la maison, il réalisa à quel point l'environnement semblait vide sans Evelyn. Les lumières éteintes, le silence absolu, l'absence d'une assiette dans le frigo. Truman s'effondra sur le canapé et regarda autour de lui, voyant pour la première fois comment sa vie s'effritait. « Comment en est-on arrivé là ?» murmura-t-il alors que l'horloge au mur marquait chaque seconde avec une précision presque cruelle. Il ferma les yeux, mais même dans l'obscurité, il ne trouvait aucun repos. Cette nuit-là, des rêves le ramenèrent à son enfance. Il se vit petit, assis à la table tandis que son père criait sur sa mère. Finalement, son père ivre le battait. Il voulait la protéger, mais il ne pouvait rien faire. Puis la scène changea. Il était adolescent à l'école, poussé par ses camarades alors qu'il tenait un sac à dos déchiré. Les voix le hantaient, « loser, coward ». Il se réveilla en sursaut, la sueur coulant sur son front, réalisant que les mots de son passé étaient les mêmes qu'il avait utilisés pour détruire les autres. Assis sur le lit, les images de ses rêves se mêlaient à la réalité. Il regarda autour de la pièce vide, les meubles simples et le désordre accumulé reflétant le chaos en lui. Truman ne savait pas comment affronter le lendemain ni ce qui restait de sa vie. Il passa ses mains sur son visage, sentant la barbe non rasée et le poids de la nuit mal dormie. « Ai-je toujours été comme ça ou est-ce le monde qui m'a rendu ainsi ?» se demanda-t-il, bien que la réponse soit enfouie quelque part au fond de sa mémoire. Dehors, le bruit d'un chien aboyant et le grondement d'un moteur lointain brisèrent le silence du petit matin. Truman sentit une tension dans sa poitrine en pensant à Evelyn. Il savait qu'elle était déterminée, que ses mots n'étaient pas vains, mais des menaces. Pour la première fois depuis des années, il se demanda si cela valait vraiment la peine de continuer à être l'homme qu'il était devenu. « Je ne veux pas de ça », pensa-t-il, se levant et allant à la cuisine où il ouvrit le frigo vide. Le bruit de la porte qui grince résonna dans la maison comme une métaphore de sa vie, un vide qu'il ne savait pas comment combler. Lorsqu'il retourna dans le salon, ses yeux tombèrent sur une enveloppe qu'Evelyn avait laissée sur la table. À l'intérieur, il y avait des papiers avec les coordonnées d'un avocat. Truman serra l'enveloppe fermement, comme s'il pouvait empêcher l'inévitable en serrant simplement ce bout de papier. Il savait qu'Evelyn avait raison, mais l'accepter était douloureux. Il regarda de nouveau la photo de mariage qu'il avait tournée face vers le bas la veille au soir. En la prenant, il étudia les visages souriants, si différents du présent. « J'étais quelqu'un qu'elle aimait », pensa-t-il, une boule se formant dans sa gorge. Dans la salle de bain, Truman se regarda dans le miroir et faillit ne pas reconnaître l'homme qu'il voyait. Son visage semblait vieilli, marqué par les rides d'expression et les cernes profondes. Il toucha le verre comme s'il voulait atteindre quelque chose qui avait été laissé derrière. « Quand ai-je tellement changé ?» murmura-t-il tandis que l'eau du robinet coulait sans être utilisée. Il savait que ce n'était pas une transformation soudaine, mais le résultat d'années de décisions et d'attitudes qui l'avaient éloigné de ce qu'il voulait être. Il se demanda s'il était encore temps de tout inverser. À l'aube, la faible lumière du soleil envahit la pièce, projetant de longues ombres qui semblaient engloutir le salon. Truman resta assis sur le canapé, tenant son téléphone dans la main. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais ne savait pas par où commencer. Il tapa un message à Evelyn, « S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Après avoir lu et relu les mots,
il effaça le message avant de l'envoyer. L'idée de faire face à son rejet le paralysait, mais l'idée de ne pas essayer le détruisait encore plus. Peut-être qu'elle a déjà renoncé à moi, mais je ne veux pas abandonner, pensa-t-il, bien qu'il sente que les chances étaient contre lui. La matinée passa lentement, chaque seconde semblant plus longue que la précédente. Truman regarda par la fenêtre, observant les voisins commencer leur journée. Il ressentit une pointe d'envie en les voyant, des gens ordinaires vivant des vies qui semblaient simples et ordonnées. Il se demanda ce que ça ferait de se réveiller sans le poids de tant de regrets. Est-ce que ces gens ont aussi des secrets qui les hantent? Tenta-t-il de repousser la pensée, mais la comparaison ne faisait que renforcer à quel point il était éloigné de toute forme de normalité. Le lendemain matin, Truman tenta d'envoyer un message à Evelyn mais ne trouva pas les mots. Il tapa et effaça jusqu'à ce qu'il mette finalement son téléphone de côté. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que je ne peux pas changer. Mais même en y pensant, il y avait une petite étincelle en lui qui refusait de s'éteindre, une étincelle qui croyait encore que, peut-être, il pourrait trouver la rédemption. Truman se leva du canapé, les muscles raides de la nuit mal dormie. La lumière du matin illuminait la pièce d'une clarté inconfortable. Il observa le désordre autour de lui, vaisselle sale sur la table, papiers éparpillés, la photo tournée face vers le bas et sentit un nœud dans son estomac. D'un pas lourd, il alla à la salle de bain, se lava le visage et regarda son reflet. « Au moins, personne ne peut me dire ce que je dois faire », murmura-t-il, mais l'image dans le miroir semblait se moquer de lui. Il mit son uniforme avec un automatisme que seule l'habitude pouvait justifier, ajustant la boucle de sa ceinture tout en essayant d'ignorer le poids croissant dans sa poitrine. En route vers le commissariat, le trafic semblait pire que d'habitude et Truman était irrité par chaque klaxon, chaque voiture qui changeait de voie sans avertissement. « Est-ce que personne dans cette ville ne sait conduire ?» grogna-t-il en tapant impatiemment sur le volant. Il arriva à sa destination déjà de mauvaise humeur, se garant brusquement. En sortant de la voiture, il entendit deux personnes chuchoter et rire, mais il ne put identifier la raison. Ça doit être pour autre chose, ou peut-être pas, pensa-t-il, sentant son irritation grandir. Même sans vouloir l'admettre, il savait que les murmures et les regards étaient devenus plus fréquents depuis l'incident avec Evelyn. En entrant au commissariat, Truman remarqua que l'atmosphère était différente. Le bruit des conversations semblait s'arrêter autour de lui et les collègues qui l'accueillaient autrefois détournaient le regard. Il se dirigea vers son bureau, forçant un sourire à un subordonné, mais l'homme se contenta de faire un signe mécanique et retourna à la saisie sur l'ordinateur. Truman s'assit et tenta de se concentrer sur les papiers devant lui, mais le silence autour de lui le dérangeait. « Est-ce que personne ici n'a le courage de m'affronter ?» pensa-t-il, ses doigts tambourinant sur le bureau. Son autorité, autrefois absolue, commençait à montrer des fissures. En regardant les rapports, son esprit vagabondait vers Evelyn. Il prit son téléphone, hésitant une fois de plus avant d'ouvrir la conversation avec elle. « Je sais que j'ai tout gâché, mais y a-t-il encore du temps pour réparer les choses ? Si tu y réfléchis, je ne suis pas le seul responsable de ça, pensa-t-il, mais abandonna bientôt. Chez, s'échappa-t-il alors qu'il fermait l'appareil et le jetait sur le bureau. Il vaut mieux se concentrer sur le travail, le reste peut attendre, marmonna-t-il, mais le vide en lui semblait grandir à chaque minute qui passait. Peu après, un collègue se précipita dans la pièce et lui remit un avis. Truman le lut rapidement et réalisa qu'il devrait superviser une patrouille de routine. Il se leva, ajustant sa ceinture et son arme, tentant d'ignorer le sentiment que tout le monde autour de lui le regardait. « Finissons, dit-il au subordonné, mais le ton sec ne masquait pas l'inconfort dans sa voix. En se dirigeant vers la voiture de patrouille, il se répéta « Le travail est le travail. Si je me concentre là-dessus, tout sera résolu. » La voiture de patrouille se gara dans une rue animée remplie de stands improvisés et de vendeurs ambulants. Truman sortit d'un pas ferme, accompagné de deux jeunes officiers. L'endroit semblait un mélange de voix, de marchandises et de regards méfiants. Il observa la scène avec mépris. « Ce désordre ne fait qu'empirer chaque jour, » dit-il à l'un de ses collègues qui se contenta de hocher la tête, évitant le contact visuel. Truman s'approcha d'un jeune vendeur affichant des montres contrefaites sur une table improvisée. Le jeune, à peine dans la vingtaine, avait un visage marqué par la fatigue et les épreuves de la vie. Alors que Truman marchait vers lui, il sentit les regards de la foule se fixer sur lui, comme si chaque pas qu'il faisait portait plus de poids que le précédent. Il savait qu'il devait projeter de l'autorité, mais le bruit autour de lui et les murmures sur sa présence l'agaçaient. Ces endroits sont toujours pleins de gens qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, pensa-t-il, son irritation grandissant. Il tenta d'ignorer les regards, mais c'était impossible.
Ils ne savent pas à quoi ressemble mon travail, ce que je dois endurer chaque jour, marmonna-t-il en scrutant la zone à la recherche d'autres contrevenants potentiels. As-tu une licence pour vendre ça? Demanda Truman d'une voix chargée d'autorité. Le jeune homme secoua la tête, tentant d'expliquer. Monsieur, j'essaie juste de gagner ma vie. S'il vous plaît, ne prenez pas mes produits, c'est tout ce que j'ai. Mais Truman ne voulait pas entendre d'excuses. Il poussa la table avec force, faisant tomber les montres au sol tandis que sa voix résonnait dans la rue, le manque de respect envers l'ordre public est un crime. Si tu ne peux pas suivre les règles, tu ne peux pas vendre ici. Alors que les montres roulaient sur le trottoir, le jeune homme courut les ramasser, les mains tremblantes. Les passants qui passaient auparavant indifféremment s'arrêtèrent maintenant pour observer la scène, formant un semi-cercle autour de Truman et du jeune homme. Les expressions allaient de la surprise à la désapprobation. Un homme murmura quelque chose à la femme à côté de lui et elle acquiesça, clairement désapprouvant. Truman remarqua les mouvements périphériques, pendant un instant, voulut crier à tout le monde. Pourquoi pensent-ils toujours que j'ai tort? Ils ne savent pas ce que je vis chaque jour, pensa-t-il en croisant les bras. Le murmure de la foule commença à grandir, devenant presque un bourdonnement. Truman, qui s'était toujours fièrement appuyé sur son allure inébranlable, sentit l'inconfort augmenter. Il regarda le jeune vendeur qui tenait maintenant les montres avec soin, comme si elles étaient le seul lien entre lui et la survie. « S'il vous plaît, monsieur, j'essaie juste de survivre, je n'ai pas d'autre choix », répéta le jeune homme, les yeux larmoyants. Truman voulut ignorer cet appel, mais quelque chose en lui faillit. Il redressa sa posture, essayant de repousser le doute qui commençait à le submerger. « J'essaie juste de survivre », répéta le jeune homme en se penchant pour ramasser les montres éparpillées. Truman croisa les bras en le regardant de haut, mais quelque chose dans sa posture commença à vaciller. « Ce n'est pas mon problème », dit-il d'une voix basse, mais cette phrase semblait plus destinée à lui-même qu'au jeune homme. Il fit un pas en arrière, ressentant le poids des critiques autour de lui. « Ces gens ne comprennent pas que je fais juste mon travail », pensa-t-il, mais la conviction derrière ces mots commençait à disparaître. Un homme plus âgé dans la foule secoua la tête en signe de désapprobation et s'avança. « Penses-tu que tu aides quelqu'un en faisant ça? Ce garçon n'a rien et tu prends encore ce qu'il a de peu. Est-ce ainsi que tu résous les choses ?» La voix était forte et claire, coupant l'air avec une accusation directe. Truman sentit son sang bouillir, mais ne trouva pas les mots pour répondre. Il ouvrit la bouche, mais tout ce qu'il réussit à faire fut un profond soupir. « Qui est-il pour me juger? Il ne sait rien de moi, » pensa-t-il en serrant les poings. La foule, qui semblait hésitante au début, murmura maintenant avec plus de conviction. Certaines personnes hochèrent la tête en accord avec l'homme âgé, tandis que d'autres secouaient la tête en désapprobation. Truman se sentit comme s'il perdait le contrôle de la situation. Il regarda les deux jeunes officiers qui l'accompagnaient, mais il détournait le regard, clairement mal à l'aise. « Retournez à la voiture », ordonna-t-il d'une voix plus forte que nécessaire, tentant de rétablir son autorité. Les jeunes officiers hésitèrent avant d'obéir, échangeant des regards inquiets en s'éloignant. Tandis que Truman s'éloignait, les murmures semblaient le suivre comme un écho. Il sentit son dos suer sous son uniforme, quelque chose qui arrivait rarement. Il voulait se justifier en criant qu'il faisait juste son devoir, mais quelque chose l'en empêcha. C'était comme si une partie de lui savait qu'il n'y avait plus d'excuses valables. « Ai-je toujours été comme ça ou est-ce le travail qui m'a transformé ainsi ?» pensa-t-il en regardant le jeune vendeur ramasser encore les montres tremblantes de ses mains. Lorsqu'il atteignit enfin la voiture, Truman se sentit épuisé, comme s'il venait de mener une bataille. Il ouvrit la portière et monta, reposant sa tête sur le volant pendant quelques secondes avant de démarrer le moteur. Mais avant qu'il ne puisse partir, une voix familière l'appela. « Callahan, j'ai besoin de te parler maintenant. » C'était l'un des supérieurs de Truman, avec une expression sérieuse qui ne laissait aucun doute. Truman avala difficilement, sentant le poids de la situation. « Les choses peuvent-elles empirer ?» pensa-t-il en suivant le supérieur pour entendre ce qui serait sûrement un autre coup à sa réputation déjà fragile. Truman suivit le supérieur jusqu'à une salle de réunion au commissariat où il fut accueilli par des regards tendus et méfiants d'autres officiers. L'atmosphère était lourde, presque étouffante. Il s'assit, forçant une posture confiante, mais ses épaules trahissaient son inconfort. « Callahan, nous devons parler de ton comportement sur le terrain. Tes actions attirent beaucoup d'attention indésirable, tant de la communauté que des autorités supérieures, » dit le supérieur en croisant les bras. Truman se pencha en avant, tentant de se défendre. « Je fais juste mon travail. Je ne peux pas être tenu responsable si les gens n'aiment pas suivre les règles. »
Le silence qui suivit était mordant jusqu'à ce que le supérieur réponde. Ce n'est pas tout, Callahan. Tu dépasses les limites. Aujourd'hui fut un autre exemple de cela. Ton approche avec le vendeur de rue était inutilement agressive. Truman sentit la chaleur monter à son visage. Il voulait argumenter, mais savait que l'incident avait été une erreur. Ils ne comprennent pas la pression que nous subissons chaque jour, pensa-t-il, serrant les poings sous la table. Je peux ajuster mon approche, mais je ne compromettrai pas l'autorité de la force, répondit-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait intentionné. La réunion se termina par un avertissement sévère. Truman quitta la salle d'un pas lourd, sentant les regards de ses collègues le percer de nouveau à son poste. Il tenta de se concentrer sur la paperasse devant lui, mais la conversation résonnait dans son esprit. Sont-ils tous contre moi maintenant? Ai-je perdu le respect même de mes supérieurs? Pensa-t-il en tambourinant des doigts sur la table. La radio de son uniforme commença à grésiller, interrompant ses pensées. Callahan, prépare ton équipe pour une opération, briefing dans la salle tactique dans 10 minutes. Il se leva, ajustant sa ceinture. C'est juste une autre journée de travail, murmura-t-il, essayant de se convaincre qu'il était toujours en contrôle. L'équipe de Truman se rassembla dans la salle tactique où les détails de l'opération furent relayés. C'était une descente dans un bâtiment abandonné où des activités illégales auraient lieu. Truman prit le commandement, donnant des ordres avec sa fermeté habituelle. Cependant, en parlant, il remarqua que les regards de son équipe étaient plus prudents qu'auparavant. Il commence à douter de moi, pensa-t-il, l'inconfort grandissant, mais il repoussa la pensée, se concentrant sur la mission. Faisons ça bien, sans erreur, dit-il, terminant le briefing avec un ton qui frôlait le désespoir pour le contrôle. Lorsque l'équipe arriva sur le lieu, Truman mena l'approche d'un pas ferme, comme s'il essayait de regagner son autorité perdue. Le bâtiment abandonné était sombre et sale, un scénario qu'il connaissait bien. Le balayage initial ne révéla rien de suspect, mais puis, à l'un des étages supérieurs, ils trouvèrent une femme seule dans une pièce. Elle semblait passer en revue des papiers et Truman sentit immédiatement son sang bouillir. Identification, maintenant, exigea-t-il alors que les autres officiers observaient en silence. Je n'en ai pas, répondit la femme en le regardant droit dans les yeux. Truman s'approcha d'elle d'un pas lent, étudiant la femme avec suspicion. Elle avait les cheveux bruns attachés en chignon et portait des vêtements simples, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui le dérangeait. Pas d'identification, pas d'excuse, dit-il en essayant de l'intimider. La femme ne recula pas. Je ne fais rien de mal, tu n'as aucune raison d'être ici, répondit-elle d'un ton calme mais défiant. Truman sentit sa colère grandir. C'est ma juridiction, tu ne décides pas ce qui est bien ou mal, dit-il en faisant un pas en avant. Pendant un instant, Truman sentit que la femme remettait en question plus que son autorité. Elle semblait remettre en question sa propre identité en tant que policier. La façon dont elle le regardait, sans vaciller, le fit serrer les poings en essayant de réprimer son irritation. Pourquoi est-elle si calme? Tout le monde devrait craindre ma présence, pensa-t-il, une vague de malaise grandissant en lui. Il regarda autour, espérant un soutien de la part de ses collègues, mais les autres officiers gardaient leur distance, observant en silence. C'est comme ça que ça marche ici. Si je faiblis, ils me détruiront, pensa-t-il en réaffirmant sa posture rigide. La tension dans la pièce s'intensifia, les autres officiers échangeant des regards nerveux mais ne s'interférant pas. Truman, irrité par l'attitude de la femme, exigea qu'elle vide ses poches et remette tout ce qu'elle pourrait cacher. Elle obéit sans hésitation, mais cela ne lui suffisait pas. « Lève-toi », ordonna-t-il, tandis qu'elle restait assise avec une expression de froideur qui le dérangeait. « J'ai dit, lève-toi », cria-t-il, perdant patience. La femme se leva lentement, gardant les yeux fixés sur les siens. « Tu vas regretter ça », dit-elle presque inaudiblement, alors qu'elle commençait à bouger. Truman réalisa l'inconfort dans ses propres mouvements. C'était comme si quelque chose le mettait en garde contre le fait qu'il allait trop loin, mais il l'ignora. « Si je recule maintenant, je perds le contrôle », pensa-t-il en la regardant. Sloan sortit les objets de sa poche sans hâte, comme si elle voulait prolonger le moment pour le défier encore davantage. « C'est tout ce que tu as ?» demanda Truman avec mépris dans la voix. Elle le regarda simplement sans répondre. « Je t'ai demandé quelque chose, Archer », cria-t-il, utilisant son nom de famille sans connaître la signification de ce détail. « Enlève ta veste », ordonna Truman, sa voix coupante. La femme hésita, regardant les autres officiers dans la pièce. Il semblait aussi mal à l'aise qu'elle, mais personne ne dit un mot. Elle commença à enlever sa veste, révélant une simple robe en dessous.
Truman ne s'arrêta pas là. Enlève aussi la robe. Je veux m'assurer que tu ne caches rien, dit-il, croisant les bras. Les officiers autour d'eux se figèrent, mais il les ignora. Je m'assure juste que rien ne s'échappe de ma supervision, pensa-t-il en essayant de justifier son ordre. À l'arrière, l'un des officiers toussa un court son qui semblait porter un monde de malaise. Truman l'ignora, se concentrant sur la femme qui commençait à défouler sa robe avec des mouvements délibérément lents. Le silence dans la pièce était étouffant, il sentit sa gorge se serrer, mais il ne pouvait pas reculer. « Je ne peux pas paraître faible, pas maintenant », pensa-t-il en croisant les bras et gardant sa posture rigide. Cependant, Sloan semblait être en contrôle total, même en obéissant à l'ordre humiliant. C'était comme si elle savait exactement comment cela allait se terminer. La femme obéit, mais avant d'enlever complètement la robe, elle s'arrêta et leva son regard vers Truman. « Tu penses vraiment que c'est l'autorité de humilier quelqu'un comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de mépris. Truman ne répondit pas, mais l'inconfort sur son visage était évident. Les autres officiers commencèrent à murmurer entre eux pendant que la femme retirait lentement sa robe. Lorsqu'elle eut fini, elle se leva avec dignité et le regarda intensément. « J'espère que tu apprécies ce moment, Callahan, parce que ce sera le dernier où tu auras un quelconque pouvoir sur moi, » dit-elle avec un calme effrayant. Ces paroles résonnèrent dans la pièce comme un coup. Truman sentit son estomac se nouer, mais garda son visage impassible. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'aucune justification ne serait suffisante. Le son des murmures augmenta et il sut que cela échappait à son contrôle. « Si je perds l'autorité ici, j'en ai fini », pensa-t-il, mais quelque chose dans l'expression de la femme lui disait qu'il l'avait déjà perdue. Elle ne semblait pas intimidée, contrairement aux autres, ses yeux ne détournèrent pas un instant. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, elle atteignit la poche intérieure de la veste qu'elle avait retirée et sortit une pièce d'identité. « Je m'appelle Sloan Archer », dit-elle, élevant la voix pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre. « Je suis policière et je suis ici en civil pour enquêter sur les abus d'autorité au sein de ce commissariat. » Le silence qui suivit était absolu. Truman sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Les autres officiers le regardaient avec choc et désapprobation, tandis que Sloan continuait de le fixer avec une expression de triomphe. Truman ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Il était paralysé, partagé entre la colère et l'humiliation. « Tu viens de faire la plus grande erreur de ta carrière, » dit Sloan en s'approchant de lui. « Et tu sais ce qui est pire ? J'espérais que tu ferais exactement cela. Tu vas être l'exemple qui expose la corruption et les abus dans ce département, » ajouta-t-elle en se tournant vers les autres officiers qui semblaient maintenant plus disposés à écouter qu'à intervenir. « Souvenez-vous de ce jour, c'est le début d'un changement que vous ne pourrez pas ignorer. » Quelques jours plus tard, comme prévu, Truman fut jugé en interne par le département. La salle d'audience interne était bondée, mais le silence dominait l'environnement. Truman était assis au centre, la tête haute, mais son regard inquiet trahissait sa vulnérabilité. Devant lui, un panel de supérieurs analysait les détails de l'incident avec Sloan Archer. Le commandant Truman Callahan commença, sa voix profonde résonnant dans la pièce. « Tes actions sont inacceptables et apportent la honte au département. As-tu quelque chose à dire en ta défense ?» Truman prit une profonde inspiration, tentant de rassembler ses mots. « Je faisais juste mon devoir. Je ne peux pas être jugé pour avoir suivi les protocoles, » dit-il, mais sa voix semblait plus faible qu'il ne l'avait voulu. Un murmure bas parcourut la salle alors que les juges échangeaient des regards. Sloan, assis au fond, observait tout avec une expression de froideur calculée. Truman sentait sa présence comme une ombre constante, lui rappelant chaque erreur commise. « Ce n'est pas tout, Callahan. » Le commandant continua. « Tu as dépassé tes limites. Tu as humilié un collègue et exposé le département au ridicule public, » dit-il, tentant d'interrompre mais étant silencieux par un geste ferme. Cela dépasse le fait de suivre les protocoles, il s'agit d'abus de pouvoir. Mais je n'ai jamais fait, je n'ai rien fait que d'autres ne feraient pas, pensa-t-il, ressentant le poids des mots comme des coups. Les minutes suivantes furent remplies de témoignages, de documents et de vidéos. Le plus dévastateur était l'enregistrement de l'approche de Sloan où l'humiliation explicite de Truman était évidente. Il chercha du soutien, mais ne trouva que des regards durs ou détournés. « Est-ce ainsi que tout finit ? Que je sois traité comme un criminel ?» pensa-t-il en serrant les mains contre ses genoux. À son tour de parler, Truman tenta de justifier ses actions, mais chaque mot semblait vide. « J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours travaillé dur pour le département. Est-ce suffisant pour effacer tout cela ?
demanda-t-il, mais la réponse fut le silence. La délibération fut rapide. Truman fut rappelé après seulement 20 minutes. Truman Callahan, vous êtes officiellement renvoyé du département pour inconduite et abus de pouvoir, annonça le commandant. La décision résonna dans la salle et Truman sentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Il se leva, ses pas lourds alors qu'il se dirigeait vers la porte. Les regards qui le suivaient étaient un mélange de mépris et de pitié. Ça ne peut pas arriver, j'étais l'un des meilleurs, pensa-t-il en franchissant la porte sans regarder en arrière. Dehors, les couloirs du commissariat étaient plus animés que d'habitude. Truman savait que la nouvelle s'était répandue. Il remarqua que les murmures avaient cessé en passant, mais les regards restaient fixés sur lui. Ils ne comprennent pas ce que c'est que d'être à ma place, pensa-t-il en essayant d'ignorer les expressions de ses collègues. En atteignant la sortie, il fut accueilli par le regard des caméras et des reporters criant des questions. Callahan, un commentaire sur ton renvoi? Tu penses que c'était juste? Il baissa la tête et poussa la porte, partant sans répondre. Les médias vont détruire ce qu'il me reste, pensa-t-il en marchant rapidement. La marche jusqu'à la maison sembla interminable. Truman savait que les médias avaient déjà commencé à diffuser sa chute et l'idée de devoir affronter Evelyn dans cet état le terrifiait. Chaque pas était accompagné de souvenirs de ses actions, qui maintenant semblaient absurdes et inutiles. Pourquoi ai-je toujours pensé que je devais être si dur? Peut-être qu'ils avaient raison tout le temps, pensa-t-il, mais chassa la pensée d'un signe de tête. Il passa devant un groupe de jeunes qui rirent en le reconnaissant. « Regardez ça, le grand Truman Callahan ramené à notre niveau », dit l'un d'eux. Truman serra les poings mais continua. « Pas la peine », murmura-t-il pour lui-même. À chaque coin de rue, Truman remarqua des regards dirigés vers lui, certains discrets, d'autres ouvertement chargés de mépris. Il tenta de se concentrer sur le chemin, mais la sensation d'être observé était étouffante. « C'est comme si j'étais une spectacle public », pensa-t-il, le cœur battant plus fort. Le bruit des notifications de téléphone portable semblait plus fort que d'habitude, comme si tout le monde autour lisait sur sa chute. Quel genre d'homme suis-je devenu pour mériter ça? Prit une profonde respiration, mais l'air lui sembla lourd, le poids des gros titres l'écrasant, même s'il n'en avait vu aucun au carrefour devant sa rue. Truman aperçut une mère tirant son fils par la main, le garçon le pointant en posant une question qu'il n'entendit pas, mais l'expression de la femme était claire. Elle chuchota quelque chose à l'oreille de l'enfant et accéléra le pas, lui lançant un regard rapide et jugeant. Truman sentit sa poitrine se serrer. « Il me voit comme un monstre ?» pensa-t-il, la gorge sèche. Il tenta d'ignorer la scène, mais elle continuait de résonner dans son esprit. Combien de vies ai-je ruinées sans m'en rendre compte ou pire, sans m'en soucier? Les questions devenaient de plus en plus difficiles à affronter à chaque pas. En tournant au dernier coin, la vue de sa maison lui apporta un petit soulagement, mais ce fut momentané. Truman savait que le vide qui l'attendait était plus que physique, c'était le reflet direct de sa vie amoureuse brisée. Il regarda la boîte aux lettres bourrées de factures et de prospectus qui ne semblaient plus avoir d'importance. D'un pas hésitant, il franchit la porte du portail, le bruit de ses chaussures contre le sol résonnant inconfortablement alors qu'il ouvrait la porte et faisait face à l'intérieur silencieux. Il ne reste plus que les murs, pensa-t-il en fermant la porte derrière lui. Le salon était exactement comme il l'avait laissé, la dernière fois qu'il était là, mais l'absence d'Evelyn planait comme une ombre palpable. Le désordre qui était autrefois une source de dispute semblait maintenant être un rappel cruel de sa solitude. Il regarda la table où les documents judiciaires qu'il avait laissés il y a des jours étaient toujours posés. Tout s'était passé si vite, pensa-t-il en essayant de comprendre ce qu'il avait perdu en si peu de temps. Il croisa les bras, ressentant un frisson. « Cette maison n'est plus une maison, c'est juste un espace vide », murmura-t-il. Grimpant lentement les escaliers, Truman passa devant la porte de la chambre à coucher, désormais toujours ouverte. Il savait ce qu'il y trouverait, un lit parfaitement fait, le côté des tiroirs complètement vide et son parfum déjà en train de se dissiper dans l'air. Il s'arrêta à l'entrée, ses mains serrant le cadre de la porte comme s'il avait besoin de soutien. « Comment en suis-je arrivé là ?» pensa-t-il, tandis que le silence de la pièce semblait amplifier la douleur dans sa poitrine. Il entra mais ne put s'approcher du lit. Chaque pas était comme revivre un échec. Sur la table de chevet d'Evelyn restait un livre ouvert, intact. Truman le prit, passant ses doigts sur les pages, reconnaissant les notes d'Evelyn. Elle avait l'habitude d'écrire de petits commentaires à côté de phrases qui l'inspiraient. Elle croyait à ces mots? Pensait-elle vraiment que je pouvais changer? Il feuilleta lentement le livre, mais le sentiment qu'il était trop tard l'envahit comme une marée. Il referma le livre avec un soupir,
le remettant soigneusement à sa place. Il n'y a rien ici que je puisse réparer maintenant, pensa-t-il. De retour dans le salon, Truman s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, les mains tenant sa tête. La lettre qu'Evelyn avait écrite et laissée sur la table était toujours là. Il n'avait pas besoin de la relire pour se souvenir de chaque mot, mais il tendit quand même la main pour la prendre. Son écriture était ferme, mais il y avait quelque chose de triste dans la façon dont elle avait signé à la fin, comme si elle avait eu du mal à écrire ces derniers mots. « J'espère que tu trouveras un moyen de changer », lut-il à haute voix, comme si entendre la phrase pouvait la rendre plus réelle. Croyait-elle vraiment cela, ou était-ce juste une manière de me laisser sans culpabilité ? Pensa-t-il, serrant le papier dans le coin du salon. La photo de mariage toujours accrochée semblait une ironie cruelle. Truman se leva et s'en approcha, ses pas résonnant dans la maison vide. Il toucha le verre, ses doigts glissant sur l'image du couple souriant. « J'ai promis que je serais différent, j'ai promis de prendre soin d'elle », murmura-t-il, sa voix défaillante. Il voulait arracher la photo du mur, la jeter, effacer ce souvenir qui semblait maintenant si lointain, mais il ne put. Il se contenta de tourner le dos et s'éloigna, incapable de faire face au passé qu'il avait détruit. Il tenta de se distraire en errant dans la maison, mais chaque objet semblait porter un souvenir, un rappel d'Evelyn. La cuisine où ils cuisinaient ensemble, le fauteuil où elle s'asseyait pour lire, même le couloir où les disputes commençaient souvent et se terminaient dans un lourd silence. Truman se sentait comme s'il était piégé dans un musée de ses échecs, chaque détail une exposition de ce qu'il était devenu. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas ici, pensa-t-il tandis que ses pas résonnaient sur le sol froid. Truman s'assit immobile, regardant la lettre pendant de longues minutes. La maison semblait encore plus vide maintenant. Il essaya de trouver quelque chose à dire, même si c'était seulement pour lui-même, mais les mots ne venaient pas. La seule chose qui résonnait dans son esprit était la dernière phrase d'Evelyn, « J'espère que tu trouveras un moyen de changer ». Il serra la lettre fermement comme si c'était la seule chose le reliant à la vie qu'il avait détruite. « Je me suis fait ça, je ne peux blâmer personne », pensa-t-il, acceptant enfin ce qu'il était devenu. Lorsqu'il sortit enfin pour prendre l'air, Truman rencontra un groupe de résidents du quartier au coin de la rue, tous regardant leur téléphone et chuchotant. L'un d'eux éclata de rire et pointa dans sa direction. « Regarde qui est là, le grand Truman Callahan, star principal », commenta un autre. « Peut-être maintenant il sait ce que c'est que d'être humilié », ressentit Truman, sa colère bouillonnant, mais cette fois, il ne réagit pas. Il baissa simplement la tête et s'éloigna. « Est-ce juste le début de ce qui va venir ?» pensa-t-il tandis que les rires et les commentaires cruels résonnaient dans ses oreilles. Quelques jours plus tard, Truman arpentait les rues comme une ombre de lui-même. À chaque pas, il semblait que le monde autour de lui prenait soin de lui rappeler sa disgrâce. Regards de mépris, chuchotements et téléphone pointé dans sa direction le suivaient comme s'il était une attraction publique. Il croisa les bras essayant de paraître indifférent, mais son visage brûlait de honte. « Tout le monde est contre moi maintenant, mais honnêtement, comment pourrait-il ne pas l'être ?» pensa-t-il tandis que ses pas résonnaient sur le trottoir sans signification. En passant devant un café où il avait l'habitude de prendre un café avec Evelyn, l'odeur familière le frappa comme un coup, lui rappelant des souvenirs de jours qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. Un couple à une table à l'extérieur le regarda, chuchota quelque chose et rit. Truman sentit ses poings se serrer involontairement. « Vais-je passer le reste de ma vie comme ça, en étant la risée des autres ?» pensa-t-il, mais il ne put retenir la pensée longtemps. La faim commençait à lui faire mal au ventre, mais il savait qu'il n'avait pas d'argent pour même penser à entrer dans l'endroit. Il était lourdement endetté, vivant sa vie en pensant seulement au jour présent, n'ayant jamais pensé qu'il aurait besoin de réserve ou de quelque chose comme ça, et maintenant, sans emploi, sans aucune source de revenus et même sans argent économisé, il se trouvait dans une position délicate. Le loyer sur le point d'expirer, des factures à payer et il n'avait même pas d'argent pour acheter une assiette de nourriture. En continuant dans la rue, il trouva un banc vide dans la place et s'assit, les épaules affaissées sous le poids de ses pensées. La faim persistait, mais elle était éclipsée par le vide plus grand en lui. « Je ne suis plus personne, juste une blague ambulante », murmura-t-il, passant ses mains dans ses cheveux en désordre. Il regarda autour de lui, voyant la vie continuer sans lui, des enfants jouant, des personnes âgées conversant, des couples partageant des rires. Pourquoi n'ai-je jamais su comment vivre ainsi? Avais-je toujours besoin de détruire pour me sentir en contrôle? La question résonnait sans réponse, le laissant encore plus perdu. En se levant pour continuer à errer, il sentit une légère traction sur sa chemise. Il baissa les yeux et vit un garçon maigre aux grands yeux et aux vêtements sales tenant son manche. « Monsieur, avez-vous de la monnaie pour de la nourriture ? J'ai faim,
dit le garçon d'une voix basse mais chargée de besoin. Truman hésita, le regardant un moment. Je ne peux même pas m'aider moi-même, sans parler d'aider quelqu'un d'autre, pensa-t-il, mais quelque chose dans le regard du garçon le fit s'arrêter. Je n'ai rien, répondit-il, sa voix semblant plus d'effet que prévu. S'il te plaît, monsieur, si tu n'as rien non plus, viens avec moi. Ils ont de la nourriture où je vis, insista le garçon, lâchant sa chemise. Truman le regarda, tiraillé entre réticence et curiosité. Où habites-tu ? Demanda-t-il plus par impulsion que par véritable intérêt. Le garçon sourit comme s'il avait gagné un prix et pointa une rue proche. C'est un refuge, ils nous aident là-bas, c'est sûr, je te promets, dit le garçon. Après réflexion, je n'ai rien à perdre, pensa Truman, suivant le garçon sans dire un mot de plus. Le refuge était dans un bâtiment simple mais bien entretenu, avec des murs peints en couleurs vives et des enfants courant dans la petite cour. Truman hésita à l'entrée, se sentant déplacé dans un environnement qui exsudait chaleur et espoir. Il regarda autour de lui, observant les visages joyeux des enfants et des bénévoles qui organisaient les activités. « Qu'est-ce que je fais ici ? Je n'ai pas ma place dans cet endroit, pensa-t-il, mais le garçon qui le guidait prit sa main et le tira à l'intérieur. « Tu vas aimer, ils aident tout le monde ici, dit le garçon avec un enthousiasme que Truman ne pouvait comprendre. En traversant l'entrée, Truman fut enveloppé par une chaleur inattendue, non seulement physique mais aussi émotionnelle. Le bruit des conversations et des rires remplissait l'espace, brisant le silence sombre qui semblait le poursuivre depuis sa chute. Il regarda les tables dispersées où des personnes de tous âges partageaient des repas simples mais dignes. « C'est tellement différent de ce que j'attendais, pensa-t-il. Il n'y a pas de jugement ici, pensa-t-il en gardant les bras croisés pour paraître plus petit et moins remarqué. Mais est-ce que je mérite vraiment une place comme celle-ci après tout ce que j'ai fait ? À l'intérieur du bâtiment, le son des rires et des conversations remplissait l'espace. Il y avait des tables avec de la nourriture simple mais suffisante pour nourrir ceux qui en avaient besoin. Truman regarda le garçon qui courait déjà vers la file. Il sentit une boule dans sa gorge. J'ai passé ma vie à humilier des gens comme ceux-ci et maintenant je suis ici, essayant de ne pas être vu, pensa-t-il, se penchant discrètement contre un mur, les yeux scrutant l'environnement jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une figure familière à l'arrière de la pièce. Sloan Archer, debout, menant une conversation avec un groupe de jeunes. Pendant un moment, Truman pensa à partir sans être remarqué, mais sa curiosité le maintint immobile. Il observa Sloan de loin, essayant de comprendre ce qu'elle faisait là. Ses vêtements simples combinés à sa posture confiante la rendaient un contraste frappant avec l'environnement formel du poste de police où ils s'étaient rencontrés pour la dernière fois. Elle semble si à l'aise ici, est-ce ça, ce que ça signifie de faire quelque chose de vraiment important, pensa-t-il, ressentant un malaise grandissant dans sa poitrine. Il serra les poings, luttant contre l'envie de disparaître. Truman fut figé. La femme qui avait exposé sa chute se tenait maintenant devant lui, commandant cet endroit avec autorité et empathie. Son cœur battait la chamade, la honte se mêlant à la colère et à la peur. Pourquoi doit-elle être ici ? Pourquoi semble-t-elle toujours avoir une longueur d'avance sur moi ? Pensa-t-il, la regardant de loin. Sloan gesticulait en parlant, sa voix ferme mais accueillante captivant l'attention de tous autour d'elle. Truman réalisa qu'elle n'était pas seulement une policière, elle était quelqu'un qui faisait vraiment une différence. Tandis qu'il la regardait, des flashs de son passé en tant qu'officier de police commencèrent à envahir son esprit. Il se souvenait des moments où il utilisait son autorité pour intimider, des voix qu'il faisait taire par la peur plutôt que par le respect. Je pensais être en contrôle, mais je ne faisais que répandre la douleur, pensa-t-il en voyant les jeunes autour de Sloan écouter attentivement chaque mot qu'elle disait. La différence entre eux était écrasante et Truman ne pouvait décider s'il ressentait plus de l'envie ou de la culpabilité. Sloan menait le groupe avec une confiance que Truman n'avait jamais connue. Il entendait des bribes de son discours sur la justice, l'empathie et l'importance de briser les cycles de violence. Nous n'aidons pas seulement à changer le monde, nous changeons en montrant qu'il y a un meilleur chemin, disait-elle, tandis que les jeunes autour d'elle acquiesçaient. Truman sentit les mots comme un coup de poing. Je n'ai jamais compris cela. J'ai toujours pensé que le contrôle était la seule forme de respect, pensa-t-il, reculant d'un pas pour essayer de se distancer. Le contraste entre ce qu'il était et ce que Sloan représentait devenait de plus en plus évident à chaque mot qu'elle disait. Truman se souvint des innombrables fois où il avait rejeté des gens dans des situations similaires à celles des enfants et des jeunes. Combien d'opportunités ai-je eu pour aider mais ai choisi de tourner le dos ? Pensa-t-il, ressentant le poids du regret l'écraser. Il tenta de détourner le regard,
mais c'était comme si Sloan reflétait tout ce qu'il n'avait pas pu être. Elle faisait ce qui aurait dû être son devoir et lui, je n'ai fait que détruire, murmura-t-il pour lui-même. Alors que Truman se dirigeait vers la sortie, il entendit un rire léger derrière lui. Il se retourna et vit le garçon qui l'avait accompagné, maintenant avec une assiette de nourriture en main. « Tu ne vas pas rester ici, ils aident aussi les gens comme toi », dit le garçon avant de s'asseoir avec d'autres garçons à la table. Truman ouvrit la bouche pour répondre mais ne put. Il regarda une dernière fois Sloan qui restait engagée dans sa conférence, inconsciente de sa présence. « Je ne peux pas affronter ça maintenant », pensa-t-il, se dirigeant rapidement vers la porte. En quittant, Truman sentit l'air froid lui frapper le visage. Il regarda le bâtiment une dernière fois, ses mains légèrement tremblantes. « Je ne peux pas être vu par elle comme ça, pas maintenant », pensa-t-il en s'éloignant, portant le poids d'un autre échec dans son esprit. Truman se réveilla tôt, les yeux encore brûlants d'une nuit agitée. Il savait qu'il devait commencer à chercher un emploi. Le frigo vide et le loyer en retard ne pouvaient plus attendre. « Aujourd'hui, c'est le jour », murmura-t-il en essayant de rassembler son courage. Il enfila les vêtements les plus décents qu'il lui restait et sortit, ignorant les regards curieux des voisins. « Peu importe ce qu'ils disent, j'ai juste besoin d'une chance », pensa-t-il en ajustant le col de sa chemise froissée. Sa première étape fut un atelier de réparation automobile au centre du quartier. Truman entra et trouva le propriétaire, un homme robuste avec des taches de graisse sur les mains. « Je cherche du travail, j'ai de la force et de la volonté », dit Truman en essayant de paraître confiant. L'homme le regarda de haut en bas et secoua la tête. « Tu n'es pas ce flic qui a humilié la femme au poste ? Pas question, nous ne voulons pas de gens comme toi ici. » Avant que Truman puisse répondre, l'homme se retourna et reprit son travail. Ce n'est que le début, pensa-t-il en avalant l'humiliation. Truman essaya un petit restaurant à quelques pâtés de maison. Le propriétaire, un homme âgé aux yeux fatigués, semblait plus réceptif. « As-tu déjà travaillé en cuisine avant ?» demanda-t-il. Truman expliqua qu'il était prêt à apprendre, mais dès qu'un des employés reconnut Truman, des chuchotements commencèrent à circuler parmi le personnel. « C'est lui, celui de la vidéo. Tu penses qu'il mérite une seconde chance ?» Quelqu'un murmura. Le propriétaire, visiblement mal à l'aise, termina rapidement la conversation. « Désolé, mais je ne peux pas t'embaucher, » dit-il avant de retourner à la cuisine. « On dirait que le monde entier me condamne », pensa-t-il en partant la tête baissée. Les jours suivants furent une succession de rejets et d'humiliations. Truman essaya de tout, supermarché, épicerie de proximité, même des travaux de construction. Partout, les réponses étaient les mêmes. Certains employeurs étaient polis, mais la plupart le traitaient avec mépris. « Tu plaisantes, tu crois que je vais te donner un emploi ?» dit un responsable de magasin en riant bruyamment. Truman sortit, les poings serrés. « Je ne peux pas changer le passé, mais il semble que personne ne veut me laisser essayer, » pensa-t-il, luttant pour retenir ses larmes en marchant dans les rues. La faim se fit sentir de plus en plus, mais il savait qu'il n'avait pas d'argent. Il utilisa les dernières pièces qu'il avait pour acheter du pain à la boulangerie. L'employé le reconnut immédiatement. « N'as-tu pas honte de venir ici ?» dit-elle en lui tendant le pain avec une expression amère. Il prit le sac en papier sans dire un mot, mais le commentaire résonna dans son esprit. « Chaque visage me juge. Est-ce ainsi que sera le reste de ma vie ?» pensa-t-il, se sentant de plus en plus petit à chaque pas. Lorsque Truman rentra chez lui, le silence était le seul son qu'il attendait. Le couloir vide, dépourvu de tout signe de vie, semblait un reflet cruel de l'état dans lequel il se trouvait. Il fit une pause au moment de l'entrée, sa main tenant toujours la clé, hésitant à la tourner. « Pourquoi entrer ? Il n'y a rien à l'intérieur pour moi, » pensa-t-il, mais la fatigue de la journée le poussa à avancer. En ouvrant la porte, l'air stagnant de la maison l'enveloppa, portant des souvenirs qu'il voulait mais ne pouvait effacer. Le salon était exactement comme il l'avait laissé, un désordre contrôlé mais manquant de la touche d'organisation qu'Evelyn avait toujours insisté pour maintenir. Le canapé avait encore le coussin sur lequel elle lisait, mais il semblait maintenant plus un objet abandonné qu'un souvenir réconfortant. Truman s'assit lentement, ses yeux vagabondant dans la pièce comme à la recherche de quelque chose de perdu. « J'ai tout détruit », murmura-t-il, sa voix si basse qu'il pouvait à peine l'entendre lui-même. Il savait qu'Evelyn était partie depuis longtemps, mais il pouvait encore sentir son absence comme une plaie ouverte. Le parfum de son parfum persistait faiblement dans l'air, un rappel douloureux de sa présence qu'il ne pouvait effacer. Il se leva et marcha jusqu'à l'étagère où se trouvaient de vieilles photos. Ses doigts touchèrent un cadre avec leur portrait de mariage. Evelyn souriait avec l'éclat d'espoir dans les yeux qu'il avait éteints avec ses erreurs.
Se souvient-elle encore de cela ou a-t-elle complètement oublié qui nous étions? Se demanda-t-il en remettant le cadre à sa place. La réponse semblait claire, ce sourire était devenu un souvenir lointain. La cuisine était vide. Les placards qui stockaient autrefois de la nourriture et des épices organisées étaient maintenant presque dépourvus de tout ce qui était utile. Truman ouvrit le frigo qui bourdonnait comme un rappel de sa solitude, ne révélant que quelques bouteilles d'eau et un contenant de restes qu'il n'avait pas le cœur de jeter. Même les petites choses semblent me condamner, pensa-t-il en fermant lentement la porte. Il savait qu'il n'y avait rien qu'il pouvait changer en ce moment, mais cela ne rendait pas le poids plus facile à porter. Il erra dans la maison, s'arrêtant dans la chambre qu'il partageait autrefois avec Evelyn. Le côté ouvert et vide du placard était un rappel constant qu'elle était partie, emportant avec elle plus que de simples vêtements. Elle emporta l'espoir, la foi que je pourrais être quelqu'un de mieux. Truman s'assit au bord du lit, regardant l'espace où elle dormait. Si j'avais écouté avant, si j'avais essayé avant, pensa-t-il, mais il savait qu'il était trop tard pour les regrets. Le lit semblait plus grand maintenant, mais aussi plus froid. La table du salon avait toujours les documents judiciaires qu'il avait abandonnés en partant ce matin-là. Il les prit et les feuilleta, mais ne put se concentrer. Les mots semblaient danser sur le papier, se mélangeant aux pensées qui résonnaient dans son esprit. Il laissa les papiers tomber sur la table et passa ses mains sur son visage. « J'ai tout perdu, Evelyn. Ma carrière, mon respect, tout, dit-il, sa voix étranglée par la culpabilité. Pour la première fois, il laissa échapper une larme solitaire, traçant un chemin silencieux le long de son visage. Il tenta de remplir le vide avec des actions simples, arranger les coussins du canapé, nettoyer la table, mais rien ne semblait faire de différence. Chaque objet était un rappel d'une vie qu'il n'avait plus. En marchant dans le couloir, il vit l'ombre de sa propre silhouette se refléter dans le miroir d'entrée. Il s'arrêta et fixa son reflet, voyant un homme qui ressemblait à un étranger. « Qui es-tu et comment as-tu laissé tout arriver à ce point ?» se demanda-t-il, mais le reflet ne faisait que le regarder, chargé de désespoir. Truman resta immobile au milieu de la pièce, les yeux fixés sur la porte fermée. Le silence, autrefois inconfortable, était maintenant assourdissant. Il regarda autour de lui et réalisa combien la maison, qui semblait autrefois un refuge, était devenue une prison de souvenirs amers. Chaque objet semblait crier le vide qu'Evelyn avait laissé derrière elle. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là longtemps, mais il ne savait pas non plus où aller. Le poids de la solitude semblait l'écraser, drainant la petite force qui lui restait. La maison paraissait plus vide que jamais. Il s'affaissa sur le canapé, les mains tremblantes tenant sa tête. Le parfum d'Evelyn persistait dans l'air, un rappel cruel qu'elle était partie. Il tenta de se souvenir du dernier mot qu'elle avait dit, mais tout ce qu'il pouvait entendre dans son esprit était le son de la porte qui se fermait. Elle avait raison, je me suis fait ça, maintenant je n'ai plus rien, pensa-t-il alors que la réalité de sa solitude le frappait enfin. Le son d'une notification sur son téléphone brisa le silence. Il prit l'appareil et vit le message, un avis d'expulsion pour loyer en retard. Truman fixa l'écran du téléphone. L'avis d'expulsion est toujours ouvert, la réalité semblait se resserrer autour de sa gorge comme une corde, lui coupant le souffle. Il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile, mais il n'avait aucune idée de comment sortir de cette situation. « Je n'ai pas le choix, je dois vendre quelque chose », murmura-t-il. Se levant du canapé, ses yeux parcoururent la pièce à la recherche de quelque chose qui pourrait être échangé contre de l'argent. L'horloge murale, le système sonore, même une cafetière semblaient des options viables. Il soupira, prit un sac et le remplit des quelques objets qui pourraient valoir quelque chose. Lorsqu'il arriva au magasin de puces, l'environnement froid et impersonnel fit reculer Truman. L'employé, un homme d'âge moyen avec une expression ennuyée, leva à peine les yeux de son téléphone quand Truman entra. « Je veux vendre ça », dit Truman en posant le sac sur le comptoir. L'employé regarda le contenu avec mépris, prit l'horloge murale et la fit tourner dans ses mains. « Cette chose ne vaut même pas l'effort. »« Je te donne 20 pour l'ensemble », dit-il en remettant l'horloge dans le sac. Truman sentit son sang bouillir. « 20, c'est une blague », répondit-il, sa voix chargée d'indignation. « Une blague, c'est penser que quelqu'un va payer plus pour ses déchets », rétorqua l'employé, indifférent au ton de Truman. Il poussa le sac en arrière, secouant la tête. « Prends ces trucs d'ici, je ne suis pas intéressé. » Truman resta immobile quelques secondes, essayant de contrôler sa colère. Il voulait argumenter, exiger du respect, mais il réalisa qu'il n'en avait pas la force. « Alors c'est comme ça que les gens me voient maintenant, comme rien », pensa-t-il, serrant le sac fermement en quittant le magasin, ressentant le poids du rejet à chaque pas sur le trottoir.
Truman entendit des rires. Il tourna la tête et vit deux anciens voisins le regarder avec des sourires sarcastiques. « Regarde qui c'est, le grand Truman Callahan, maintenant un mendiant », dit l'un d'eux assez fort pour que Truman entende clairement. L'autre ramassa une petite pierre du sol. « Tu mérites ça, Callahan, nous le savons tous », avant que Truman ne puisse réagir, la pierre passa en trombe près de lui. Il fit un pas en arrière, son orgueil blessé mais gardant la tête haute. « Je ne leur donnerai pas le plaisir de réagir », pensa-t-il, serrant le sac plus fort en quittant le magasin. Leurs mots continuaient cependant de résonner dans son esprit. En s'éloignant, Truman essaya de se convaincre que leurs opinions n'avaient pas d'importance, mais il était difficile d'ignorer le poids de leurs accusations. Il savait qu'en quelque sorte, il méritait une partie de cela. « J'ai causé de la douleur à tant de gens, c'est juste un reflet de tout ce que j'ai fait », admit-il à lui-même, les yeux fixés sur le trottoir alors qu'il marchait sans but. Son estomac grogna, lui rappelant que la faim n'attendrait pas sa réflexion. « Je dois trouver quelque chose, n'importe quoi », murmura-t-il en tournant le coin à la recherche d'une nouvelle opportunité. Après des heures de marche, Truman aperçut une petite épicerie au bout de la rue. Il hésita avant d'entrer, mais l'odeur de nourriture fraîche l'attira comme un aimant. À l'intérieur, le propriétaire, un homme mince au regard fatigué, organisait des caisses de fruits. Truman prit une profonde inspiration, essayant de paraître confiant. « Je cherche du travail, je peux porter des boîtes, remplir les étagères, n'importe quoi », dit-il d'une voix ferme mais les mains tremblantes légèrement. Le propriétaire fit une pause, évaluant Truman avec un regard méfiant. « As-tu déjà fait ce genre de travail avant ?» demanda-t-il en essuyant ses mains sur son tablier. Les yeux du propriétaire descendirent vers les chaussures usées de Truman, prenant en compte la chemise froissée et l'allure visiblement fatiguée. Il sembla se demander si l'homme devant lui pouvait vraiment gérer le travail lourd que demandait la réserve. Truman retint son souffle, attendant la réponse. « J'ai besoin de quelqu'un pour porter ces boîtes », dit le propriétaire en pointant un tas dans le coin de la pièce. « Commence maintenant et nous verrons comment tu te débrouilles. » Les mots étaient simples, mais pour Truman, il portait le poids d'une chance qu'il ne pouvait se permettre de gaspiller. « Merci, je te promets que tu ne le regretteras pas », dit Truman en essayant de ne pas montrer le mélange de soulagement et d'anxiété qu'il ressentait. Il suivit le propriétaire jusqu'à l'arrière du magasin où la chaleur était étouffante et l'odeur des produits stockés imprégnait l'air. Les boîtes étaient grandes et lourdes, remplies de fruits, de légumes et de conserves. Truman commença à les porter vers les endroits désignés, sentant son corps protester à chaque mouvement. Bientôt, la sueur commença à couler sur son front, dégoulinant sur le sol, mais il ne s'arrêta pas. « J'ai besoin de ça, j'ai besoin de prouver que je peux encore être utile », pensa-t-il, déplaçant une autre boîte vers le stock. Chaque mouvement semblait un rappel de combien il avait négligé le travail honnête dans la quête du pouvoir et du contrôle dans le passé. Le travail était exigeant, mais Truman ne se plaignit pas. Chaque boîte qu'il portait ressemblait à un pas vers la reconstruction de sa dignité. Il ajusta soigneusement les étagères, nettoyant l'espace avant d'organiser les produits. « L'ordre ici reflète l'ordre dont j'ai besoin dans ma vie », pensa-t-il, essayant de trouver un peu de réconfort dans la monotonie de la tâche. Au fil de la journée, il commença à remarquer les regards curieux des clients entrant dans le magasin. Il détourna le regard, craignant la reconnaissance. « C'est juste pour un jour, personne ne remarquera », murmura-t-il, essayant de repousser la peur. Pendant la pause, Truman s'assit à l'arrière du magasin, s'appuyant contre un mur en briques. Il regardait les clients entrer et sortir tandis que le propriétaire organisait mécaniquement la caisse. Truman profita de l'occasion pour réfléchir. « Si j'avais travaillé ainsi depuis le début, peut-être que ma vie aurait été différente », pensa-t-il, ressentant le poids de ses erreurs passées. Le son des rires de l'autre côté du magasin le ramena à la réalité. Deux jeunes le regardaient en chuchotant et Truman savait qu'ils parlaient de lui. « Je ne peux pas échapper à ça, peu importe où je suis », pensa-t-il. En terminant de boire un peu d'eau et en revenant au travail, Truman lutta pour rester concentré. Il portait plus de boîtes, organisait les étagères et nettoyait même un petit désordre causé par un client qui avait renversé une bouteille de jus. Malgré l'épuisement, il ressentait une petite étincelle de satisfaction d'avoir quelque chose à faire, quelque chose qui le tirait de la spirale de l'apitoiement sur lui-même. Le travail est le travail. Peu importe si les petits temps que je peux avancer, pensa-t-il en nettoyant le sol. Il savait que le chemin vers sa rédemption serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il semblait y avoir une possibilité, aussi petite soit-elle. À la fin du quart de travail, Truman se sentait épuisé mais satisfait d'avoir accompli sa tâche. Il s'approcha du propriétaire pour le remercier à nouveau,
mais remarqua une expression différente sur le visage de l'homme. « J'ai besoin de te parler » dit l'homme d'un ton sérieux. Truman sentit son estomac se nouer. « Qu'y a-t-il ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il, mais avant que le propriétaire ne puisse répondre, un client dans le magasin l'interrompit. « Sais-tu qui il est ? C'est ce flic de la vidéo, je ne peux pas croire que tu aies embauché ce type. » Les mots frappèrent Truman comme un coup de poing et il réalisa que le cauchemar était loin d'être terminé. Le propriétaire soupira, semblant mal à l'aise. « Écoute, j'ai essayé, mais ça génère des plaintes. Je ne peux pas risquer de perdre des clients à cause de toi, dit-il en évitant le contact visuel avec Truman. Il savait qu'il n'y avait aucun intérêt à argumenter. Il prit ses affaires, avalant l'humiliation pour la 1000e fois cette journée-là. En quittant le marché, il sentit le regard brûlant des gens sur son dos. Pas même quand j'essaie de faire ce qui est bien, les choses ne vont pas bien, pensa-t-il en s'éloignant une fois de plus seul et sans perspective. Truman arpentait les rues avec des pas lourds, serrant l'enveloppe contenant le paiement du marché. Le poids de l'humiliation était encore frais dans son esprit, mais il essaya de se convaincre que l'argent, aussi peu qu'il soit, était un début. C'est suffisant pour rembourser quelque chose, peut-être un peu de nourriture, pensa-t-il, essayant de trouver de l'espoir au milieu du chaos. Cependant, chaque coin semblait crier le même rappel cruel, « Je n'appartiens plus à aucun endroit ». Les regards des quelques passants croisant son chemin étaient remplis de désapprobation et il se demandait combien d'entre eux connaissaient son histoire. En passant devant une boulangerie, l'odeur de pain frais fit gronder son estomac bruyamment et il réalisa à quel point il avait faim. Il entra hésitamment, se sentant déplacé dans un endroit si commun. La jeune employée derrière le comptoir était occupée à emballer des gâteaux, mais elle leva les yeux lorsqu'elle entendit la sonnerie de la porte. Truman s'éclaircit la gorge avant de parler, essayant de paraître confiant. « Je veux une miche de pain » dit-il en posant un billet sur le comptoir. L'employée le regarda puis regarda l'argent comme si elle évaluait quelque chose de plus profond. « T'es ce gars, n'est-ce pas ? Celui de la vidéo » dit-elle, sa voix basse mais chargée de mépris. Truman avala difficilement, sentant l'inconfort grandir. « Je veux juste acheter une miche de pain, je ne causerai aucun problème » dit-il en essayant de rester calme, mais l'employé croisa les bras, laissant entendre qu'il ne serait pas servi. « Mon patron ne veut pas de gens comme toi ici, tu peux partir » dit-elle. Il resta immobile un instant, son orgueil se battant contre son besoin. Il regarda autour de lui et vit d'autres clients observer la scène, certains chuchotant entre eux. N'ayant pas d'autre choix, Truman reprit le billet et partit sans dire un mot de plus. Même pour manger, je suis un problème maintenant, pensa-t-il alors que la faim semblait augmenter à chaque pas dans la rue. Le son des rires d'enfants jouant dans une place voisine lui rappela son enfance, mais ils étaient accompagnés de douleur. Il se souvenait de son père qui criait, de la violence constante et de la promesse qu'il avait faite de ne jamais être aussi cruel que lui. Mais j'étais pire, n'est-ce pas ? J'ai utilisé la même brutalité pour cacher ma faiblesse, murmura-t-il en rentrant chez lui. L'enveloppe dans sa poche semblait plus légère que lorsqu'il l'avait reçue, comme si l'argent disparaissait avec sa dignité. Peut-être que je ne pourrai jamais reconstruire cela, pensa-t-il, ressentant le désespoir grandir. Lorsqu'il rentra chez lui, la scène était encore plus désolée qu'il ne l'avait imaginé. La rue était sombre et l'absence de lumière dans les fenêtres confirmait ce qu'il craignait, l'électricité avait été coupée. Il gravit les marches avec difficulté, la clé tremblante dans sa main, et ouvrit la porte. L'intérieur de la maison était plongé dans les ombres et le silence absolu semblait se moquer de lui. Il tâtonna dans le noir jusqu'à ce qu'il trouve une bougie et des allumettes. La flamme vacillante éclaira la pièce, révélant le vide qui semblait grandir chaque jour. Même la lumière a abandonné, murmura-t-il en allumant une autre bougie. Il regarda autour de lui et chaque coin semblait crier sa faillite. Le salon, qui semblait autrefois un refuge de confort, n'était plus que des rappels de la vie qu'il avait perdue. La table de la salle à manger était couverte de poussière et les chaises semblaient abandonnées depuis longtemps. Il s'approcha de la fenêtre, tirant le rideau pour voir la rue. Le silence dehors était aussi oppressant qu'à l'intérieur de la maison. Comment en suis-je arrivé à ce point ? Quand tout a commencé à s'effondrer, pensa-t-il, en regardant un réverbère clignoter par intermittence, presque comme un reflet de sa propre vie. Truman entra dans la cuisine où il ouvrit le réfrigérateur par habitude, même s'il savait qu'il serait vide. Le manque d'air froid et l'intérieur sombre du réfrigérateur ne faisaient qu'accentuer sa situation. Il ferma lentement la porte, ressentant une douleur grandissante dans sa poitrine. Il prit un verre d'eau, mais même cela semblait un luxe. Il s'appuya sur le comptoir, regardant l'enveloppe toujours dans sa main. « C'est tout ce qu'il me reste »
Tant d'années de travail et c'est ce que j'ai à montrer pour, pensa-t-il, la gorge serrée. Assis par terre, Truman ouvrit l'enveloppe et commença à compter l'argent. La plupart avaient déjà une destination définie, des factures en retard qui feraient à peine une entaille dans la dette totale. Il mit de côté une petite somme pour acheter de la nourriture et garda le reste comme si cela résoudrait quelque chose. Le son des pièces tombant dans sa main semblait trop fort, comme un écho de l'humiliation qu'il avait vécue durant la journée. 2 jours de nourriture au mieux. Après cela, que faire ? Pensa-t-il, les yeux fixés sur le petit montant. Son esprit vagabondait entre le désespoir et l'impuissance, essayant de trouver des solutions qui n'existaient tout simplement pas. La faim grogna de nouveau et il décida de manger la miche de pain qu'il avait réussi à acheter dans un autre magasin avant l'incident à la boulangerie. Le goût sec et amer semblait parfaitement correspondre à sa situation. Il mordit lentement, essayant de faire durer la miche plus longtemps qu'elle ne le devrait. Chaque bouchée était un rappel qu'il avait autrefois ressenti le pouvoir et le contrôle, et qu'il était maintenant réduit à cela. Je me plaignais autrefois du pain rassis au petit déjeuner, maintenant je ne sais même plus quand je mangerai quelque chose comme ça à nouveau, pensa-t-il en mâchant lentement. Ses yeux tombèrent sur un papier glissé sous la porte. Il se leva, la curiosité mêlée de peur. C'était un avis d'expulsion, il avait 48 heures pour quitter la maison. Celle-ci, bien que vide, était encore le seul endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Truman sentit le sol disparaître sous ses pieds en lisant les mots encore et encore, comme s'il espérait que le sens changerait. La date écrite en rouge semblait lui crier une phrase qu'il ne pouvait ignorer. C'est fini, alors il ne reste plus rien, pensa-t-il en serrant fermement le papier. Le son du vent frappant contre la fenêtre ressemblait à un rire lointain se moquant de sa misère. Il tenta de plier le papier soigneusement, comme si cela le rendait moins réel s'il était plus petit. Il retourna dans le salon, s'asseyant par terre à côté de la bougie. La lumière vacillante projetait des ombres irrégulières sur les murs, rendant l'environnement encore plus inconfortable. Il tenait la miche de pain comme si c'était la seule chose le reliant à l'humanité. En regardant la flamme, les souvenirs commencèrent à l'envahir, chacun plus douloureux que le précédent. Il se souvenait des moments où il avait choisi l'humiliation comme arme, de la façon dont il traitait Evelyn, des regards de peur et de mépris qu'il provoquait chez les gens. Je pensais que la force, c'était ça. Je pensais que c'était ainsi que j'obtiendrais le respect, disait-il doucement, tandis que des larmes commençaient à lui monter aux yeux. Les images de ses actions passées continuaient d'apparaître dans son esprit comme dans un film d'horreur. Il voyait les fois où il criait sur ses collègues, humiliant des citoyens et même les moments où Evelyn avait tenté de lui montrer un chemin différent. Elle m'a toujours averti, elle m'a toujours donné des chances de changer, pensait-il, ressentant une pointe de regret qui semblait impossible à ignorer. Mais le regret ne suffisait pas. Maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière pour réparer les dégâts qu'il avait causés, ni retrouver les personnes qu'il avait perdues. Les larmes finirent par couler sur son visage, marqué par la fatigue et la honte, il n'essaya pas de les arrêter. J'ai tout fait de travers. Je pensais que la force consistait à humilier les autres, mais maintenant je vois que la vraie force est différente. J'ai tout détruit. Ma famille, ma carrière, ma dignité, murmura-t-il, la voix brisée par les pleurs. Pour la première fois, Truman faisait face à l'ampleur réelle de ses erreurs. Le poids de la culpabilité et de la honte semblait l'écraser, mais en même temps, il y avait une petite étincelle d'espoir. Peut-être qu'en affrontant tout cela, il pourrait commencer à reconstruire ce qu'il avait perdu. Truman parcourait les rues à pas hésitants, le regard baissé et les mains dans les poches. Ses vêtements étaient froissés et ses chaussures, autrefois brillantes, étaient usées. Il n'avait pas de destination précise jusqu'à cet instant, mais quelque chose en lui le poussait vers le projet de Sloan. C'est ma dernière chance. Si elle ne m'aide pas, je ne sais vraiment pas ce qui va m'arriver, pensait-il, tandis que le vent froid de la nuit semblait se moquer de sa vulnérabilité. Les rues qu'il connaissait si bien, autrefois considérées comme son territoire, semblaient maintenant un labyrinthe de souvenirs douloureux. En approchant du bâtiment où opérait le cercle de justice, Truman ressentit le poids des souvenirs du jour précédent. Il avait fui à la vue de Sloan, commandant l'espace avec une telle détermination, mais maintenant il n'avait pas le choix. Peut-être qu'elle ne m'écoutera pas, peut-être qu'elle ne me laissera même pas entrer, marmonna-t-il, la voix étranglée par l'anxiété. En tournant le coin, il vit la façade blanche simple avec une fresque colorée de jeunes et des mots comme « espoir » et « empathie » mis en avant. Truman ressentit une oppression dans sa poitrine. « Je suis l'antithèse de tout cela. Comment vais-je affronter ça ?» En entrant dans la petite cour, il fut accueilli par des regards qui auraient pu lui transpercer la peau.
Des adolescents, la plupart entre 15 et 20 ans, arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour l'observer. Des murmures commencèrent à se répandre et Truman réalisa qu'il était reconnu. L'un d'eux, grand et avec une expression marquée par la colère, s'approcha de lui. « Que fais-tu ici, Callahan? Tu es venu détruire encore quelque chose ?» dit le jeune homme en croisant les bras. Truman avala difficilement, sentant son visage s'empourprer de honte. « Je veux juste parler à Sloan, » répondit-il, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'avait voulu. Les murmures devinrent plus forts et certains adolescents commencèrent à l'entourer. L'un d'eux pointa du doigt Truman, le visage plein de mépris. « Tu es le flic qui a renversé mon stand et jeté mes affaires par terre, tu te souviens de ça, dit-il. »« Je m'en souviens très bien, » répondit le garçon et ses mots semblèrent lui asséner un coup. Truman voulait se défendre, mais il savait qu'il n'y avait aucune excuse. Il leva les mains en signe de reddition. « En regardant autour de moi, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que je vous ai blessé, mais j'ai besoin de parler à Sloan, dit-il en essayant de paraître ferme, bien qu'il se sentît comme s'il mendiait. Finalement, l'un des jeunes alla chercher Sloan, laissant Truman seul au centre d'un demi-cercle de regards accusateurs. Il attendit en silence, chaque seconde semblant une éternité. Lorsque Sloan apparut, sa prestance était aussi imposante qu'il s'en souvenait. Elle s'arrêta à quelques mètres, croisant les bras et le fixant. « Alors tu es revenu, dit-elle d'un ton neutre, mais ses yeux portaient quelque chose de plus profond. Truman hocha la tête, les mots coincés dans sa gorge. Il fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant que Sloan ne bougeait pas. « J'avais besoin de venir, j'ai besoin d'aide, dit-il enfin. » Sloan l'examina pendant quelques instants, ses yeux parcourant chaque détail de son apparence usée. « Aide? Et qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites de l'aide, Callahan ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de scepticisme. Truman sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, mais il savait qu'il devait être honnête. « Je sais que j'ai été horrible, Sloan. Je sais que j'ai blessé beaucoup de gens, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai juste besoin d'une chance, n'importe laquelle, dit-il, la voix étranglée, presque suppliant. Sloan resta silencieuse, comme si elle pesait ses mots. Les jeunes autour observaient la scène attentivement, certains les bras croisés, d'autres chuchotant entre eux. Truman sentit le poids de ses regards, mais essaya de les ignorer en se concentrant uniquement sur Sloan. Elle fit un pas en avant, son expression toujours sérieuse. « Tu penses que t'excuser suffit? Tu penses qu'admettre que tu as été horrible résout tout ?» demanda-t-elle sans laisser de place à l'évasion. Truman secoua lentement la tête. « Ça ne le résout pas. Je sais, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer de réparer les choses. »« S'il te plaît, laisse-moi essayer, » répondit-il, son ton empreint de désespoir. Sloan soupira, décroisant les bras. « Les gens ici te connaissent, Callahan. Ils savent ce que tu as fait. Beaucoup d'entre eux ont été victimes directes ou indirectes de personnes comme toi et maintenant tu veux que je te donne une chance, » dit-elle en pointant les jeunes autour. Truman regarda autour de lui, se sentant de plus en plus petit. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je n'ai plus rien. Je suis sur le point d'être expulsé, je ne sais pas où me tourner, » dit-il, les mots sortant rapidement comme s'il essayait de saisir l'opportunité avant qu'elle ne lui échappe. Sloan fit un autre pas, se rapprochant de lui. « Le cercle de justice est presque fermé à cause de policiers corrompus comme toi, des gens qui utilisent leur position pour détruire au lieu de protéger, » dit-elle, la voix ferme. Truman ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il sentit le poids de ses actions retomber sur lui, cette fois avec encore plus de force. « Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les yeux de Sloan restèrent fixés sur lui. « Je vais te donner une chance. Reviens demain, » dit-elle. Le lendemain matin, Truman arriva tôt au cercle de justice, portant un sac à dos avec les quelques affaires qui lui restaient. Sloan l'attendait à l'entrée, les bras croisés et une expression inébranlable. « Tu vas aider avec tout ce que je te dirai de faire. Pas de questions, pas de plaintes. Si tu veux prouver quelque chose, commence ici, » dit-elle, la voix ferme et sans place pour la négociation. Truman avala difficilement et hocha la tête. « Merci de me laisser essayer, » murmura-t-il, sachant que ses actions parleraient plus fort que ses mots. Le travail commença immédiatement. Sloan le mit à organiser une pièce pleine de dons accumulés, de lourdes boîtes et d'objets à trier. Tandis que Truman avançait dans l'espace exigu, la sueur coulant sur son visage, il pouvait entendre les murmures et les ricanements de certains jeunes à l'extérieur. « C'est ce type-là, qu'est-ce qu'il fait ici ?» commenta une voix, suivie d'un rire étouffé. Truman tenta d'ignorer cela, mais chaque mot semblait être l'écho de tout ce qu'il craignait. « Ils ont tous le droit de me détester, je l'ai mérité,
pensa-t-il en traînant une autre boîte dans le coin. Plus tard, alors qu'il nettoyait la cour, les jeunes qui fréquentaient le projet passaient devant lui, certains riant, d'autres le regardant avec mépris. « Tu essaies de te racheter maintenant ? » « Trop tard, Callahan, » dit un garçon en croisant les bras et en observant Truman d'un regard jugeur. Il leva la tête, mais ne répondit pas. Il continuait simplement à balayer. « Ça ne vaut pas la peine de se disputer, je dois le montrer par des actions, pas par des mots, » pensa-t-il en essayant de rester concentré sur sa tâche, mais le poids du mépris autour de lui se faisait écrasant. Tandis que Truman portait des chaises dans la salle principale, il vit Sloan dans une pièce voisine, parlant au téléphone. Sa posture était ferme et son ton laissait clairement entendre qu'elle traitait quelque chose de sérieux. « Oui, nous essayons de maintenir les ressources en fonctionnement, mais sans soutien, ça va être difficile, » dit-elle, la voix empreinte de détermination. Truman réalisa que, en plus de gérer le projet, Sloan continuait à travailler comme policière. « Elle fait tout ça et a toujours la force de combattre le système, » pensa-t-il, admirant pour la première fois quelqu'un qu'il avait jusque-là seulement vu comme un adversaire. Au troisième jour, Truman suggéra d'organiser un événement de collecte de fonds pour aider le projet. Il avait passé la nuit à réfléchir à la manière dont il pourrait contribuer de manière plus significative. Lorsqu'il présenta l'idée à Sloan, elle haussa un sourcil. « Tu es censé organiser un événement ? Tu sais que personne ne te fait confiance, n'est-ce pas ?» dit-elle sans tourner autour du pot. Truman prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je sais, mais je veux essayer. Peut-être que si les gens voient que j'essaie de changer, ça fera une différence, » dit-il d'un ton sincère. Sloan, réticente, lui donna sa permission, mais le résultat fut désastreux. Le jour de l'événement, Truman attendait avec des tables prêtes, des bannières improvisées et une expression oscillant entre l'anxiété et l'espoir, mais personne ne se présenta. Même les jeunes du projet n'ont pas assisté et les quelques résidents qui passaient le regardaient avec mépris avant de continuer leur chemin. Truman sentit son estomac s'enfoncer. « Même quand j'essaie de faire quelque chose de bien, je ne peux pas changer cette image, » pensa-t-il en démontant les tables seules. Sloan le regardait de loin, mais ne disait rien. Elle croisa simplement les bras et attendit qu'il finisse. Plus tard, en organisant le stock de nourriture, Truman remarqua un jeune homme assis seul dans un coin de la cour. Il était mince, avec un regard perdu et une attitude fermée. « Finn, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en essayant d'engager la conversation. Le garçon le regarda rapidement, mais ne répondit pas. « Je voulais juste savoir comment je peux t'aider, » continua Truman, mais Finn se leva brusquement. « Tu ne peux pas aider, tu fais partie du problème, » dit-il, la voix empreinte de colère. Truman n'essaya pas de discuter, hocha simplement la tête et s'éloigna, respectant l'espace du garçon. Cette nuit-là, Truman retrouva Finn assis dans le même coin, la tête baissée. Il s'approcha, cette fois plus lentement. « Tu sais, Finn, je comprends ce que tu ressens. Quand j'étais enfant, je me sentais pareil. Mon père était, disons simplement qu'il n'a jamais été gentil. Je pensais que pour survivre, je devais lui ressembler, et regarde où cela m'a mené, » dit-il, la voix calme mais empreinte d'émotion. Finn leva les yeux, curieux mais toujours méfiant. « Et qu'attends-tu de moi avec ça ? Tu as pitié de moi ? » demanda-t-il sur la défensive. « Je ne veux pas ta pitié, Finn. Je veux que tu saches que parfois, nous ne faisons que répéter ce que nous connaissons. Je pensais que la force signifiait ne rien ressentir, mais maintenant je vois que cela ne fait que tout détruire autour de moi, » répondit Truman, les mots s'écoulant comme une confession. Finn resta silencieux, comme s'il traitait ce qu'il venait d'entendre. Sloan, qui passait par le couloir voisin, s'arrêta en entendant la conversation. Elle observa de loin, ses yeux évaluant chaque mot de Truman et la réaction de Finn lorsqu'il eut fini de parler. Elle fit un pas en avant. « Peut-être que tu commences à comprendre, Callahan, » dit-elle soudainement, les bras croisés et une expression neutre. Truman se leva, surpris et mal à l'aise. « Je voulais juste essayer de me connecter, » dit-il maladroitement. Sloan le regarda un moment avant de répondre. « Je te donnerai une autre chance, mais sache que tu devras encore prouver ta valeur. » Les gens ici le méritent, dit-elle avant de tourner les talons, laissant Truman seul avec ses réflexions. Truman était déterminé à tirer le meilleur parti de la nouvelle chance que Sloan lui avait donnée. Dans les semaines suivantes, il s'immergea dans le travail au cercle de justice. Au début, sa présence causait encore de l'inconfort parmi les jeunes. Beaucoup évitaient le contact direct ou lançaient des regards méfiants. « Ils ont tous le droit de me détester, je l'ai mérité », pensa-t-il tout en aidant à installer un espace d'étude improvisé. Malgré cela, il continuait, chaque tâche accomplie,
Chaque pièce organisée était un pas vers la reconquête de ce qu'il avait perdu. Si je veux prouver quelque chose, ce sera par mes actions, murmura-t-il en empilant des chaises. Sloan l'observait de près, évaluant toujours. Lorsqu'elle vit Truman interagir avec Finn, elle décida d'élargir ses responsabilités. « Tu vas aider avec les ateliers de préparation aux entretiens d'embauche » dit-elle en lui remettant une liste de jeunes qui avaient besoin de conseils. Truman regarda la liste avec un mélange de surprise et d'anxiété. « Moi ? Es-tu sûr qu'ils ne veulent même pas me parler ?» demanda-t-il hésitant. Sloan le regarda sévèrement. « Si tu n'essaies pas, comment t'attends-tu à gagner leur respect ?» dit-elle avant de s'éloigner. Truman soupira et se rendit dans la salle indiquée, portant le poids de la responsabilité. Les jeunes étaient rassemblés, discutant entre eux, lorsque Truman entra. Le silence tomba immédiatement et tout le monde le regarda avec des expressions allant de l'indifférence au mépris. « Eh bien, je suis ici pour vous aider à préparer vos entretiens », commença-t-il, la voix vacillante. L'un des jeunes assis à l'arrière rit. « Tu sais comment faire ça ? Je pensais que tu ne savais que crier sur les gens, » dit-il, suscitant des rires parmi les autres. Truman avala la réplique qu'il voulait donner et prit une profonde inspiration. « Je sais que je n'ai aucune autorité morale pour enseigner quoi que ce soit, mais je suis ici pour aider, si vous le voulez, » dit-il, sentant l'inconfort grandir. Finn fut le premier à s'approcher malgré sa résistance initiale. « Que devrais-je dire s'il me demande pourquoi je veux travailler quelque part ?» demanda-t-il en croisant les bras. Truman s'assit à côté de lui, essayant d'apparaître aussi accessible que possible. « Tu devrais être honnête, mais aussi montrer que tu es prêt à apprendre. Parle de ce que tu peux offrir, pas seulement de ce que tu veux gagner, » dit-il, réalisant que son propre parcours façonnait sa réponse. « Ça a l'air facile quand tu le dis, » dit Finn, mais avec moins d'hostilité dans le ton. Au fil des jours, Truman commença à partager une partie de son histoire avec les jeunes. Il leur parla de la pression qu'il avait ressentie enfant, des abus émotionnels et physiques de son père, et de la façon dont cela avait façonné sa vision déformée de la force. « Je pensais que être dur, c'était être fort, mais je n'ai réussi qu'à repousser les gens, » dit-il lors d'une des sessions. Les jeunes l'écoutaient, certains encore méfiants, mais d'autres commençant à s'ouvrir. Finn, en particulier, commença à interagir davantage, posant des questions et parfois défendant Truman face aux critiques des autres. Malgré ces petites avancées, le travail du projet n'était pas suffisant pour résoudre les problèmes immédiats de Truman. Chaque nuit, il rentrait chez lui et faisait face à la réalité de sa situation financière. Les factures impayées s'accumulaient, l'électricité était coupée et finalement, la visite inévitable du propriétaire arriva. « Vous avez 48 heures pour partir. Je vous ai déjà accordé presque un mois supplémentaire par respect pour le passé, quand vous payez toujours tout à temps, mais maintenant c'est fini, » dit l'homme en lui remettant l'avis officiel d'expulsion. Truman hocha simplement la tête, trop épuisé pour discuter. « Je perds un autre endroit », pensa-t-il en fermant la porte. Le sentiment de désespoir revint de toute sa force, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Avec les maigres économies qui lui restaient, Truman parvint à louer une petite camionnette pour transporter ses affaires. Il passa la nuit à faire ses valises, réfléchissant aux décisions qui l'avaient conduit à ce point. Lorsque le soleil se leva, il jeta un dernier regard à la maison vide avant de partir. « J'ai tout perdu, mais je ne peux pas laisser cela être la fin, » dit-il en se dirigeant vers le cercle de justice. L'idée de demander à rester dans l'un des refuges temporaires le remplissait de honte, mais il n'avait pas le choix. À son arrivée, il trouva Sloan dans la cour, parlant à un groupe de bénévoles. Il attendit qu'elle ait fini avant de s'approcher. « J'ai besoin d'un service », commença-t-il sans tourner autour du pot. Elle leva les yeux, l'évaluant avant de répondre. « Qu'est-ce que c'est maintenant, Callahan ?» demanda-t-elle, semblant exaspérée. Truman prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai été expulsé, je n'ai nulle part où aller. Puis-je rester dans l'un des refuges, juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux ?» dit-il, se préparant au jugement qui allait sûrement venir. Sloan croisa les bras, pensive. « Tu peux rester, mais cela ne signifie pas que je te fais confiance. Les gens ici méritent la sécurité et je surveillerai chacun de tes pas, » dit-elle. Truman hocha la tête, acceptant les conditions sans plainte. Les jours suivants furent une épreuve constante. Il partageait l'espace avec d'autres bénévoles et bénéficiaires du projet, dont beaucoup l'évitaient encore. Pourtant, il continuait à se dédier au travail. Lors d'une réunion, Sloan mentionna que la police locale enquêtait sur le projet, affirmant qu'il soutenait des activités illégales. « Nous savons que c'est une tentative d'intimidation, » dit-elle, la colère évidente.
Truman resta silencieux, ressentant à nouveau le poids de la culpabilité. Il savait que des actions comme celles qu'il avait commises par le passé étaient responsables de la méfiance envers des initiatives comme celle-ci. Alors que Sloan expliquait les prochaines étapes pour faire face à l'enquête, Truman réalisa à quel point le travail du cercle de justice était important. Pour la première fois, il se sentit partie intégrante de quelque chose de plus grand. Même si sa position était encore fragile, je ne peux pas gâcher ça, pas cette fois, pensa-t-il en regardant Sloan diriger avec fermeté et détermination. Mais au fond de lui, il savait que prouver sa valeur serait un défi constant, surtout avec les menaces externes qui se rapprochaient. Un matin, Truman se réveilla plus tôt que d'habitude, les pensées battant dans sa tête. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir ses actions passées. Si je veux être digne de ce projet, je dois affronter ce que j'ai fait, pensa-t-il en regardant par la petite fenêtre du logement au petit déjeuner. Sloan le trouva avec une allure différente, plus déterminée. « Tu penses à quelque chose ?» demanda-t-elle en tenant une tasse de café. Truman hésita, mais répondit finalement. « Je veux faire une confession publique, admettre tout ce que j'ai fait et expliquer pourquoi j'essaie de changer, dit-il. » Sloan haussa un sourcil, surprise par la déclaration. « Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Tu te mets encore plus au centre des critiques, dit-elle, la voix ferme mais sans ton de désapprobation. Truman hocha lentement la tête. « Je sais, mais cacher ce que j'ai fait ne fera qu'accroître la méfiance. Si je veux gagner le respect de quelqu'un, je dois commencer par être honnête, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Sloan sembla évaluer la sincérité de ses paroles. Si c'est ce que tu veux, tu auras mon soutien, mais prépare-toi au pire. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, dit-elle avant de s'éloigner pour commencer la journée. Au cours de la journée, Truman trouva le courage de parler avec les organisateurs locaux et de demander la permission d'utiliser l'auditorium de la mairie. Certains hésitèrent, se souvenant de son histoire d'abus, mais Sloan intervint en assurant que ce serait une étape importante pour renforcer le projet. Si nous voulons être un espace de transformation, nous devons commencer à croire que les gens peuvent changer, dit-elle, convainquant les plus sceptiques. Truman la remercia, mais savait que la vraie bataille serait d'affronter les regards de la communauté. Le lendemain matin, l'auditorium fut préparé. Une petite table fut placée au centre de la scène avec des microphones pointés vers Truman. Quelques chaises furent occupées au début, mais au fil des minutes, de plus en plus de personnes entrèrent, certaines curieuses, d'autres visiblement hostiles. Truman sentit le poids de chaque regard, mais il ne se laissa pas arrêter. « Je l'ai fait moi-même, maintenant je dois en assumer les conséquences », pensa-t-il en ajustant le col de sa chemise. Sloan apparut à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Souviens-toi, la vérité peut faire mal, mais elle peut aussi guérir, » dit-elle avant de lui donner de l'espace pour commencer. Truman prit une profonde inspiration et commença son discours. « Merci à tous ceux qui sont venus, même à ceux qui sont ici juste pour me critiquer, » commença-t-il en essayant de garder sa voix stable. Il regarda l'audience et continua. « Je m'appelle Truman Callahan. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour ce que j'étais, un flic abusif, arrogant et insensible. Je suis ici aujourd'hui pour admettre mes erreurs sans excuse. J'ai fait des choix qui ont détruit des vies et j'en suis profondément désolé. » Un murmure parcourut la salle, mais Truman continua. « Mais je ne suis pas ici seulement pour demander pardon, je suis ici pour dire que j'ai compris où je me suis trompé et que je veux changer. » Truman commença à raconter son histoire sans omettre de détails. Il parla de son enfance dans un environnement violent où la force était confondue avec le respect et comment cela avait façonné sa vision de l'autorité. « J'ai été victime d'abus, mais cela ne me donne pas le droit d'avoir été le bourreau de tant de gens. J'ai eu tort et je suis prêt à passer le reste de ma vie à corriger ces erreurs, » dit-il, sentant un poids se lever de ses épaules à chaque mot. Certaines personnes dans le public semblaient émotives, tandis que d'autres croisaient les bras, sceptiques. Truman savait qu'il ne convaincrait pas tout le monde, mais il devait continuer. Sloan, assise à l'arrière, regardait attentivement. Elle voyait la vulnérabilité dans la voix de Truman, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Lorsqu'il eut fini, le silence s'installa dans l'auditorium, puis une personne se leva en pointant du doigt Truman. « Tu penses que des mots suffisent pour effacer ce que tu as fait ?» crièrent-ils, la colère évidente. Truman ne détourna pas le regard. « Non, les mots ne suffisent pas, mais ils sont le début. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je veux juste montrer que j'essaie de devenir quelqu'un de mieux, » répondit-il, sa voix calme mais pleine de conviction. Sloan se leva et monta sur scène, prenant le microphone. Elle regarda l'audience avant de parler. «
Je sais que beaucoup d'entre vous sont sceptiques et vous avez raison, mais ce que nous construisons au cercle de justice est plus qu'un simple lieu d'aide. C'est un endroit où nous croyons que même ceux qui ont fait des erreurs ont une chance de changer, dit-elle en regardant directement Truman. C'est pourquoi je soutiens Truman. Il essaie, et cela seul est déjà une étape importante, ajouta-t-elle, recevant des regards d'approbation et de critique en même mesure. Lorsque le rassemblement se termina, Truman descendit de la scène, épuisé mais soulagé d'avoir enfin affronté la communauté. Cependant, son sentiment de progrès fut interrompu par un officier qui s'approcha, lui remettant un document. « Callahan, vous faites l'objet d'une enquête publique pour vos actions passées en tant que policier, » dit l'homme avant de s'éloigner. Truman resta immobile, tenant le papier, tandis que la foule commençait à se disperser. « Peu importe combien j'essaie, mon passé revient toujours, » pensa-t-il, ressentant le poids de la nouvelle bataille qu'il devrait affronter. Quelques jours plus tard, une audience publique eut lieu concernant le refuge que Sloan coordonnait, où la conduite de Truman serait réévaluée. Étant donné que l'installation dépendait des investisseurs et des soutiens, Sloan n'avait pas une autonomie complète et une réunion récente avait soulevé des inquiétudes sur la façon dont la présence de Truman pourrait entraver les progrès du projet. Il entra dans la salle d'audience publique le cœur lourd, l'espace était bondé de visages qu'il reconnaissait. Collègues, citoyens qu'il avait lésés et même quelques proches de personnes qui avaient souffert de son arrogance et de son abus d'autorité. Il évita le contact visuel, sentant la tension dans l'air. Chacun de ces regards reflète ce que j'ai fait. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cela, pensa-t-il en se dirigeant vers la chaise qui lui était réservée. Le murmure de la foule semblait assourdissant et il savait que chaque mot prononcé là serait un rappel douloureux de l'homme qu'il avait été. L'audience commença avec le président du comité expliquant la raison de la réunion. Nous sommes ici pour évaluer la conduite passée de Truman Callahan et déterminer s'il doit être autorisé à continuer son travail au cercle de justice ou si d'autres mesures doivent être prises, dit l'homme d'une voix ferme. Truman avala difficilement mais maintint sa posture, il savait qu'il n'y avait plus de place pour des excuses ou des justifications. Je suis venu ici pour écouter, rien de plus, pensa-t-il, essayant de se préparer à ce qui allait venir. Le premier à parler fut un ancien collègue de Truman, un homme plus âgé avec un regard sévère. J'ai travaillé avec Callahan pendant des années. Il n'avait aucun respect pour quiconque, même pour ses propres partenaires. Arrogant, abusif et pensant toujours qu'il était au-dessus de tout, dit-il, la voix chargée de ressentiment. Truman gardait le regard baissé, écoutant chaque mot. Combien de fois ai-je utilisé ma position pour intimider, même ceux à mes côtés, pensa-t-il, ressentant le poids des accusations. La suite des témoignages fut encore plus douloureuse, les citoyens prenant la parole pour rapporter des humiliations, des agressions verbales et physiques, et la peur qu'ils ressentaient dans des situations où ils auraient dû trouver protection. Une femme s'approcha du micro. Les larmes aux yeux, elle dit, « Tu m'as traité de menteuse devant mes enfants, tu m'as traité comme une criminelle alors que tout ce que je faisais, c'était essayer de protéger ma famille. » Sa voix tremblante. Truman ferma les yeux un instant, essayant de contrôler ses émotions. Je me souviens de cela et je n'oublierai jamais la honte que je ressens maintenant, pensa-t-il en écoutant les murmures d'accord dans la salle. Lorsque ce fut au tour de Truman de parler, il se leva lentement, sentant tous les regards fixés sur lui. Il s'approcha du micro, l'ajusta et prit une profonde inspiration. « Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, » commença-t-il, sa voix ferme mais teintée de vulnérabilité. Chaque mot que j'ai entendu ici aujourd'hui est vrai et chacun d'eux me rappelle que j'étais un homme qui erre avec mes collègues, avec vous et avec ma propre famille. La salle tomba dans le silence, la tension presque palpable. Truman regarda les personnes dans l'audience et continua, « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je ne m'attends pas à effacer ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez que j'essaie de changer et que je ferai tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs. » Sloan, qui était assise au fond de la salle, observait attentivement. Lorsque Truman eut fini de parler, elle se leva et s'approcha du micro. Le président du comité l'appela, lui permettant de donner son témoignage. Sloan prit une profonde inspiration avant de commencer. « J'ai rencontré Truman au pire moment de sa vie et honnêtement, je ne pensais pas qu'il pourrait changer. Mais ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est quelqu'un qui, contre toute attente, essaie de devenir une meilleure personne, » dit-elle en regardant directement le comité. « Si nous allons parler de justice, nous devons nous rappeler que ce n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de rédemption. » La tension dans la salle était presque palpable. Certains murmuraient des mots de soutien tandis que d'autres secouaient la tête, sceptiques. Sloan continua, consciente qu'elle devait être claire, «
je comprends la méfiance de beaucoup d'entre vous. Je sais que Truman a commis de graves erreurs et que les personnes qui ont souffert à cause de lui ont tout à fait le droit d'être blessées. Mais je sais aussi que le système que nous avons créé pour punir est le même qui échoue souvent à réhabiliter. Si nous ne lui donnons pas cette chance, nous ne fermerons pas seulement une porte pour lui, mais pour tous ceux qui croient en la possibilité de changement. L'audience murmura, mais Sloan poursuivit, le cercle de justice a été créé pour donner des secondes chances, pas seulement aux jeunes qui passent par ici, mais à nous tous qui croyons que nous pouvons être meilleurs. Truman en est la preuve vivante que la transformation est possible et je le soutiens dans la poursuite de ce projet. Sa voix ferme résonna dans la salle. Truman la regarda, surpris par le soutien public. « Pourquoi fait-elle cela pour moi ?» pensa-t-il, ressentant un mélange de gratitude et de responsabilité. Truman fixa le sol alors que les paroles de Sloan résonnaient dans la pièce. Il réalisa le poids de ce qu'elle mettait en jeu. C'était plus que sa propre réputation, c'était l'avenir du projet et les personnes qui en dépendaient. « Si j'échoue, ce ne sera pas seulement ma vie qui s'effondre, » pensa-t-il, sentant la pression monter. Depuis l'arrière de la salle, une femme leva la main pour parler. « J'ai perdu mon frère à cause de la brutalité policière. Pourquoi devrions-nous croire que Truman Callahan est différent ?» dit-elle, les larmes aux yeux. La question resta en suspens dans l'air comme un couteau. Sloan se tourna vers la femme, son expression sérieuse mais pleine d'empathie. « Parce qu'il est ici, parce qu'il ne s'enfuit pas, il vous fait face, entend vos paroles, vos douleurs et accepte chaque accusation sans se défendre. Cela en soi est un pas que peu ont le courage de faire. » répondit Sloan sans hésitation. Truman la regarda, ressentant un mélange de honte et de respect. « Elle met plus de foi en moi que je ne peux en avoir en moi-même, » pensa-t-il alors que les murmures s'intensifiaient. Le comité délibéra pendant quelques minutes tandis que Truman et Sloan attendaient à l'extérieur, le poids devenant insupportable, chaque seconde semblant une éternité. Truman observa Sloan, qui resta immobile, les bras croisés. « Pourquoi as-tu fait cela pour moi ? Je ne le mérite pas, dit-il finalement, rompant le silence. Elle le regarda dans les yeux, son regard stable. « Je ne l'ai pas fait pour toi, Truman. Je l'ai fait pour les personnes qui croient en ce projet. Si tu échoues, tu ne trahiras pas seulement ta propre rédemption, mais aussi les espoirs de ceux qui croient que les choses peuvent changer. » Sa tonalité était tranchante. Lorsque les membres du comité sont revenus, le président a annoncé leur décision. Truman Callahan sera autorisé à continuer son travail avec le cercle de justice sous supervision continue. Il regarda Truman mais ajouta, « Soyez clair, c'est ta dernière chance. Toute erreur aura de graves conséquences. » Truman acquiesça, ressentant une vague de soulagement mêlée au poids de la responsabilité. « Merci, je ne gaspillerai pas cette chance, » dit-il sincèrement. Le soulagement dans ses mots était évident, mais au fond de lui, il savait que la véritable bataille restait à venir. À la fin de l'audience, Truman s'approcha de Sloan et la remercia, « Merci de m'avoir soutenu là-bas. Je sais que tu n'étais pas obligé de le faire. » dit-il, sa voix chargée d'émotion. Sloan le regarda, les bras croisés. « Je ne l'ai pas fait pour toi, Truman. Je l'ai fait pour le projet et pour les personnes qui y croient. Si tu gâches cela, tu trahiras plus que moi. » dit-elle avant de s'éloigner. Truman resta immobile, absorbant ses paroles. « Elle a raison, je ne peux pas les laisser tomber, » pensa-t-il en quittant le bâtiment. Truman arriva au projet avant l'aube, le ciel teinté de nuances d'orange. La journée promettait d'être longue et il savait qu'il devait commencer tôt pour s'assurer que tout soit prêt pour l'événement communautaire. La cour était presque vide, avec seulement quelques jeunes se déplaçant lentement et somnolents. Il trouva Sloan dans le bureau, révisant une liste de tâches avec un froncement de sourcils. « Bonjour, que faut-il faire en premier ?» demanda Truman, mettant ses mains dans ses poches pour essayer de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Sloan leva les yeux et lui tendit la liste. « Nous devons récupérer des fournitures au marché. Si nous ne les obtenons pas avant 8 heures, elles iront dans une autre institution. » Truman regarda la liste des articles donnés et fronça les sourcils. « C'est pas mal de choses. On va avoir besoin d'aide pour les porter, » dit-il alors que Sloan acquiesçait. « Prends quelques garçons avec toi, ils sont déjà dans la cour en train d'attendre, » ajouta-t-elle en retournant à sa liste. Truman prit une profonde inspiration et se rendit dans la cour où il trouva Finn et 2 autres jeunes hommes en train de discuter. « Vous êtes prêts à travailler ?» demanda-t-il en essayant de paraître enthousiaste. Finn haussa les épaules mais ramassa le sac à dos qui était par terre. « Prêt ?» répondit-il. « J'espère juste que toi aussi, Callahan » ajouta-t-il sur un ton légèrement provocateur.
La marche jusqu'au marché fut silencieuse au début, Truman essayant de trouver des mots pour briser la tension. « Avez-vous déjà participé à un événement comme celui-ci avant » demanda-t-il en se tournant vers les garçons. L'un des jeunes hommes, Sterling, répondit avec enthousiasme. « Oui, c'est toujours une montée d'adrénaline, mais la communauté l'aime vraiment. C'est bien, ça fait plaisir de sentir qu'on fait quelque chose d'utile. » Truman acquiesça, absorbant les paroles. « C'est exactement ce que je veux faire aujourd'hui. » Pensa-t-il alors que Finn gardait ses distances en observant tout en silence. Arrivé au marché, Truman réalisa la quantité de fournitures qui devaient être transportées. Il s'agissait de grandes boîtes avec des fruits, des légumes et des paquets d'aliments non périssables. Il parla aux responsables qui les attendaient avec un sourire. « Content de vous voir tous arriver tôt. »« Commençons à charger les boîtes » demanda l'homme. Truman fit un pas en avant. « Bien sûr, nous sommes prêts » dit-il en ramassant la première boîte. Les jeunes hommes suivirent et en quelques minutes, ils travaillaient ensemble de manière organisée pour déplacer les articles vers le camion que le projet avait emprunté. Finalement, Finn brisa le silence en aidant Truman avec l'une des boîtes les plus lourdes. « Tu sais, je pensais que tu allais abandonner à mi-chemin, » dit-il sans regarder directement Truman. Truman tenait la boîte fermement et répondit « J'ai abandonné beaucoup de choses dans ma vie, Finn. Cet endroit ne sera pas l'une d'elles. » Finn ne répondit pas, mais un léger hochement de tête montra qu'il commençait à accepter la présence de Truman. Une fois qu'ils eurent fini de charger le camion emprunté, les jeunes hommes étaient visiblement fatigués mais satisfaits. Truman remercia le responsable et aida à finaliser les derniers détails avant de retourner au projet. Sur le chemin du retour, l'ambiance semblait plus légère avec Sterling racontant des blagues qui faisaient rire les autres. Truman, cependant, était perdu dans ses pensées. « Peut-être que je commence à faire une différence », réfléchit-il en regardant les jeunes hommes interagir plus casualement. De retour au projet, le travail continua. Truman et les garçons déchargèrent les fournitures et commencèrent à les organiser sur les tables pour la distribution. Sloan apparut pour vérifier leur progression et un petit sourire apparut sur son visage en voyant que tout était en ordre. « Bon travail, on dirait que vous êtes prêts pour l'événement », dit-elle avec un ton d'approbation. Truman sentit une vague de soulagement mais savait aussi que la journée était loin d'être terminée. « Nous ne faisons que commencer, Sloan. Il y a encore beaucoup à faire, » répondit-il en ramassant une autre boîte. Finn, qui avait maintenu une attitude réservée toute la matinée, s'approcha de Truman alors qu'ils organisaient les paquets. « J'ai vu comment tu as traité le responsable du marché, c'était différent, » dit-il avec une hésitation inhabituelle. Truman n'avait pas vu Finn agir de cette manière auparavant. « Différent comment ?» demanda Truman, curieux. Finn haussa les épaules. « Tu sembles respecter le gars. »« Ce n'était pas comme je l'imaginais que tu agirais, » répondit-il. Truman fit une pause, réfléchissant à comment répondre. « J'ai appris que le respect est quelque chose que l'on donne avant d'attendre de le recevoir et j'ai encore beaucoup à apprendre, » dit-il sincèrement. Sloan réapparut plus tard alors que Truman révisait la liste des activités de l'événement. « Tu fais du bon travail, » dit-elle en croisant les bras et en l'observant. Truman sourit légèrement, toujours incertain de sa position. « J'essaie juste de ne pas tout gâcher. »« Est-ce un bon début ?» demanda-t-il avec une touche d'humour. Sloan roula des yeux mais un coin de sa bouche se courba en un sourire. « C'est un début, mais tu sais que cet événement n'est qu'une partie du travail. Le vrai défi commence quand tout le monde rentre chez soi, » dit-elle avant de s'éloigner. À l'approche de l'événement, Truman ressentit un mélange de nervosité et d'anticipation. Il savait que chaque détail devait être parfait, non seulement pour impressionner Sloan ou les jeunes hommes, mais parce qu'il croyait en l'impact que le cercle de justice avait sur la communauté. « Je ne peux pas les laisser tomber, pas cette fois », pensa-t-il en ajustant les dernières boîtes dans la zone de distribution. Le soleil était déjà haut et les premiers résidents commençaient à arriver. Truman regarda la cour maintenant pleine de vie et sentit qu'il était enfin sur la bonne voie. L'événement commença avec une énergie contagieuse. Les tables de distribution, soigneusement organisées par Truman et les jeunes hommes, étaient remplies de fournitures, de fruits frais et de paquets d'aliments non périssables. Des familles de la communauté arrivèrent progressivement, formant des files ordonnées tandis que des bénévoles les accueillaient avec des sourires chaleureux. Sloan circulait dans la cour, saluant les résidents et s'assurant que tout se passait comme prévu. Truman, aux côtés des jeunes hommes, aidait à distribuer les articles, ressentant pour la première fois depuis longtemps qu'il contribuait à quelque chose de vraiment positif. « Merci pour cela, Truman. Je n'aurais jamais pensé que j'aiderais des gens de cette manière, » dit l'un des jeunes hommes en plaçant un sac de riz dans les mains d'une femme âgée.
Au fur et à mesure que la journée avançait, la cour se transforma en un espace joyeux de rassemblement. Les enfants jouaient autour tandis que les adultes conversaient, partageaient des histoires et exprimaient leur gratitude pour le soutien que le projet apportait. Sloan fit un bref discours soulignant l'importance du cercle de justice et l'impact que leur travail collectif avait sur la communauté. À la fin, elle reçut une chaleureuse ovation qui sembla résonner dans l'espace. Truman, observant tout de loin, ressentit une vague de soulagement et de fierté. « Aujourd'hui, je n'ai rien gâché », pensa-t-il en aidant à ramasser les derniers articles. Il savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais à ce moment-là, il était certain que, au moins pour un jour, il avait fait partie de quelque chose de vraiment significatif. Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, Truman alla chercher Sloan dans le bureau où elle révisait les derniers dossiers. Le silence était lourd mais d'une certaine manière confortable. Sloan rompit enfin le silence. « Tu ne parles jamais beaucoup de ce qui t'a amené ici, Truman. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle sans détourner les yeux des papiers. Truman hésita, ses mains tremblant légèrement. « Parce qu'il est difficile d'admettre qui j'étais et comment je suis arrivé à ce point, » dit-il d'une voix basse. Sloan leva les yeux, l'attendant pour qu'il continue. La pièce n'était éclairée que par une lampe tamisée projetant des ombres douces sur les murs. Truman redressa sa posture, comme si le poids de ses souvenirs nécessitait un effort physique pour être porté. « J'ai toujours pensé que montrer ses émotions était une faiblesse. C'est ce que disait mon père. Il utilisait le silence comme une arme et la violence comme solution. » Sa voix vacillait entre la honte et le besoin d'être entendue. Sloan n'interrompit pas, mais son regard montrait qu'elle absorbait chaque mot. « J'ai grandi en croyant que l'autorité était synonyme de peur et quand j'ai rejoint la police, j'ai perpétué ce que j'avais appris, » continua Truman. Sloan resta silencieuse, ses yeux brillant d'un mélange de compassion et de tristesse. « Tu n'as jamais pensé que tu pouvais choisir une voie différente ?» demanda-t-elle, sa voix semblant un pont vers ce qu'il devait dire. Truman secoua lentement la tête, un sourire amer se formant sur ses lèvres. « Non, » répondit-il. « Je ne savais même pas qu'une autre voie existait. Je pensais que le respect venait du contrôle, c'était le seul modèle que je connaissais, » admit-il, sentant un nœud se serrer dans sa gorge. « Et quand j'ai commencé à voir les dégâts que je causais, il était déjà trop tard. » Alors que Sloan écoutait, elle se souvenait d'autres jeunes du projet qui partageaient des histoires similaires. Certains répétaient les erreurs de leurs parents, d'autres cherchaient désespérément à s'en libérer. Reconnaître cela est déjà un début. Ce n'est facile pour personne, mais le fait que tu sois ici à admettre tout cela montre qu'il y a encore quelque chose en toi qui vaut la peine d'être sauvé, dit-elle en se penchant légèrement en avant. Truman sentit l'impact de ces mots mais aussi le poids de la responsabilité qu'il portait. « J'espère juste qu'il n'est pas trop tard, » répondit-il, sa voix presque inaudible. Le temps sembla ralentir alors que Truman continuait de parler, ses mots devenant plus fluides à mesure que ses blocages internes se dissolvaient. Je criais après des gens qui voulaient seulement aider, je menaçais d'être respecté, mais au fond, c'était juste la peur que personne ne me prenne au sérieux. Je pensais que je devais prouver quelque chose tout le temps, avoua-t-il, ses mains serrant les papiers sur la table. Sloan hocha la tête, comprenant la profondeur de la douleur qu'il portait. La transformation est un processus, Truman, et chaque jour où tu choisis de faire les choses différemment est déjà une victoire, dit-elle fermement. Sloan se leva et s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Nous avons tous nos blessures, Truman, mais ce qui importe, c'est ce que nous faisons avec elles. Tu es ici maintenant, essayant de changer, c'est plus que beaucoup n'ont le courage de faire, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Truman la regarda, surpris par l'empathie qu'il trouvait dans ses yeux. « J'espère juste que c'est suffisant, » dit-il, les yeux baissés. Sloan sourit légèrement. « Le vrai changement vient de l'intérieur et tu y arrives, » répondit-elle. Après un long silence, Sloan retourna à la révision des documents, mais l'atmosphère entre les deux avait changé. Truman ressentit un étrange soulagement d'avoir enfin partagé une partie de son histoire. Il retourna au travail avec une concentration renouvelée. Chaque fiche qu'il organisait représentait un pas vers la correction de ses erreurs. Ces dossiers ne sont pas seulement des chiffres ou des noms, ce sont des vies qui dépendent de cet endroit, pensa-t-il en vérifiant la liste des jeunes servis par le projet. L'importance du cercle de justice ne lui avait jamais semblé aussi évidente. Pour la première fois en des années, Truman croyait qu'il pouvait faire quelque chose de bien, quelque chose qui comptait vraiment. Pendant l'événement, il regarda les dossiers soigneusement empilés et ressentit une étrange fierté. « Peut-être que j'ai encore quelque chose à offrir », pensa-t-il, se sentant fier de lui-même.
Il savait qu'il y avait encore beaucoup à affronter, mais pour la première fois, il se sentait dirigé. L'événement communautaire continua avec le son vif de la musique en arrière-plan alors que les bénévoles organisaient les stands et les tables dans la cour du projet. Sloan était au centre de l'organisation, distribuant les tâches et vérifiant les derniers détails. Truman, aux côtés d'un groupe de jeunes, aidait à décharger les boîtes de nourriture et de matériaux donnés par les commerçants locaux. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveux. Si ça tourne mal, nous n'aurons pas une autre chance, pensa-t-il en empilant des sacs de riz dans l'un des stands. L'un des jeunes, Sterling, s'approcha de lui. « Tout ira bien, Truman. Nous sommes ensemble dans cela, dit-il, et Truman sourit, ressentant un petit soulagement. Alors que de plus en plus de familles de la communauté commençaient à arriver, la cour se remplit de vie. Les enfants couraient d'un côté à l'autre tandis que les adultes se rassemblaient en groupe pour discuter et profiter de la nourriture distribuée gratuitement au centre de la cour. Truman monta sur une petite plateforme improvisée pour faire un discours, se tenant devant la foule nerveux mais déterminé. « Si j'ai pu affronter mes erreurs, vous pouvez vous battre pour vos droits aussi. Ce projet est la preuve que l'unité fait la différence, dit-il, sa voix chargée d'émotion. L'audience répondit par des applaudissements chaleureux. Pour la première fois, Truman sentit qu'il commençait à être accepté. Alors que l'événement se poursuivait, Sloan s'approcha de Truman avec un sourire. « Tu te débrouilles bien, les gens t'écoutent, » dit-elle en croisant les bras. Truman secoua la tête, toujours incrédule. « Je n'aurais jamais pensé que je me battrais pour le même genre de personne que je méprisais autrefois, » répondit-il, sa voix basse. Sloan posa sa main sur son épaule. « C'est ça, le changement chez Truman. Tu montres que c'est possible, » dit-elle avant de retourner à l'organisation. Pendant l'événement, Truman saisit l'occasion de distribuer des copies de sa lettre ouverte au poste de police local, son idée étant d'améliorer la formation et le comportement des officiers de police. Il savait qu'il faudrait plus que des mots pour convaincre la nouvelle direction de la police, mais il était prêt à essayer. « C'est un début, » pensa-t-il en remettant une copie à un officier qui passait. « Si vous voulez comprendre comment la police peut s'améliorer, je suis ici, » dit-il fermement. L'officier acquiesça, promettant de transmettre la lettre au commissaire. Truman savait que l'acceptation ne serait pas facile, mais il sentait qu'il était sur la bonne voie. À la fin de l'événement, Truman était épuisé mais satisfait. Les stands avaient été démontés et les jeunes aidaient à nettoyer la cour. Sloan s'approcha de nouveau, cette fois avec une expression de fierté. « C'était un succès, Truman. Nous avons récolté suffisamment de fonds pour maintenir le projet en activité pour les prochains mois, » dit-elle en lui remettant une feuille de calcul avec les résultats. Truman soupira de soulagement. « Je n'aurais pas pu faire cela sans toi et ses enfants. Ils me donnent plus de force que je ne l'aurais jamais imaginé, » répondit-il avec un sourire sincère. Quelques jours après l'événement, Truman reçut un appel inattendu du poste de police. La nouvelle direction avait accepté sa proposition de conseil éthique. Il fut reçu au département avec prudence mais réussit à présenter des idées pour mettre en œuvre des pratiques plus humaines dans la formation policière. « Je sais ce qui ne va pas parce que j'ai été au mauvais endroit, » dit-il lors d'une réunion avec ses supérieurs. Malgré le scepticisme initial, ses idées commencèrent à gagner du soutien et il devint une figure respectée parmi les nouvelles recrues. « Je ne m'attendais pas à ce qu'ils acceptent si rapidement, » pensa-t-il en préparant des matériaux pour la prochaine formation. En même temps, Truman se consacra au projet social. Il organisa des ateliers pour les jeunes, leur enseignant des compétences pratiques et les aidant à se préparer au marché du travail. Lors de l'une de ces activités, Evelyn apparut au lieu, accompagnée d'une amie qui souhaitait en savoir plus sur le projet. Truman fut surpris de la voir mais garda son calme. Après l'atelier, il s'approcha d'elle. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-il d'un ton doux. Evelyn le regarda avec hésitation. « J'avais besoin de voir de mes propres yeux si tu avais vraiment changé, » répondit-elle franchement. La conversation entre les deux fut brève mais significative. Evelyn commença à voir que Truman changeait effectivement. Elle ne promit pas une réconciliation immédiate, mais elle clarifia qu'elle était prête à observer le chemin qu'il empruntait. « C'est plus que ce que j'attendais, » pensa Truman en la regardant s'éloigner. Il savait que regagner sa confiance serait un processus lent, mais il sentit une étincelle d'espoir grandir en lui. Le travail au projet social et au poste de police commença à porter ses fruits. Le cercle de justice gagna en visibilité dans la communauté et Sloan dirigea l'expansion du projet vers d'autres zones. Truman, désormais officiellement consultant en éthique, partageait son temps entre la formation au poste de police et le soutien aux activités du projet.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir devenir quelqu'un qui aide au lieu de détruire, réfléchit-il en révisant les rapports d'impact du projet. Sloan et lui furent honorés lors d'un grand événement public organisé par la mairie. La scène était décorée de bannières colorées mettant en avant le travail du cercle de justice et une grande bannière avec les mots « La transformation est possible » était accrochée en arrière-plan. La place était remplie de résidents de la communauté, de jeunes volontaires du projet et d'autorités locales. L'atmosphère était empreinte d'espoir et de célébration, mais aussi d'un sentiment de respect pour le long et ardu chemin qui avait mené tout le monde là. Lorsque Truman monta sur scène, ses pas étaient lents, submergés par l'émotion du moment. Il portait une chemise simple mais propre et bien repassée, reflétant l'homme qu'il s'efforçait de devenir. Ses yeux parcoururent la foule, s'attardant sur des visages familiers. Finn fit un signe de la main avec un sourire retenu. Donna Anna essuya discrètement une larme. Sloan, les bras croisés, affichait un regard de fierté silencieuse. Il serra fermement le microphone, mais ses mains tremblaient légèrement. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans l'espace. Un silence respectueux tomba sur la place, comme si tout le monde attendait chaque mot. « Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent pour ce que j'étais dans le passé. » Truman continua, son ton chargé de sincérité. Un homme arrogant qui croyait que l'autorité était synonyme de force et que le respect se gagnait par la peur. J'avais tort. J'ai blessé des gens et j'ai tout perdu. Il fit une pause, avalant difficilement alors que l'émotion menaçait de briser sa voix. Mais aujourd'hui, j'espère que vous pouvez me voir pour ce que j'essaie de devenir. Ce n'est pas facile d'admettre nos erreurs, encore moins de les affronter, mais c'est nécessaire. Sloan, positionné à côté de la scène, regardait attentivement, ses yeux brillant d'un mélange d'émotion et de fierté. La foule resta immobile, absorbant chaque mot. Truman prit une profonde inspiration avant de continuer. « Si j'ai pu changer, n'importe qui le peut. Je ne suis pas différent de vous. J'ai juste dû trouver le courage d'affronter mes erreurs et la force d'essayer de les corriger. C'est un long chemin, mais chaque pas en vaut la peine. » Sa voix étranglée à la fin portait la profondeur de tout ce qu'il avait traversé. Le silence céda la place à une vague d'applaudissements qui semblait faire trembler le sol. Les gens se levèrent de leur siège, certains agitant la main, d'autres criant des mots d'encouragement. Truman cligna des yeux, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de tomber. Il regarda Sloan, qui sourit légèrement et hocha la tête. Ce moment, au milieu de tant de défis, était une victoire, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient que de véritables changements étaient possibles. Alors que la foule continuait d'applaudir, Truman, debout, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la fierté en lui-même. Il réalisa qu'il vivait enfin une vie avec un but. En quittant la scène, applaudi par des visages qui autrefois le craignaient ou le méprisaient, il savait qu'en dépit de tous les défis qu'il continuerait de rencontrer, il avait accompli quelque chose de plus grand, le respect authentique de ceux qui l'entouraient, surtout de lui-même. Un an s'était écoulé depuis le jour où Truman monta sur scène pour raconter son histoire de rédemption. Il arpentait maintenant les couloirs du poste de police avec un but renouvelé, non pas en tant qu'officier autoritaire qu'il était autrefois, mais en tant que consultant en éthique. Truman aidait à former de nouveaux officiers, partageant son expérience, surtout, les leçons tirées de ses erreurs passées. Sloan, en plus de diriger le cercle de justice, restait active dans sa carrière policière. Souvent, elle et Truman collaboraient à des formations pour promouvoir des pratiques plus humaines et éthiques au sein de la police, transformant ensemble l'approche des forces de l'ordre. Sur le mur de l'honneur du poste de police, une photo d'eux prise lors d'un événement communautaire servait de puissant rappel que même les chemins les plus difficiles pouvaient mener à de nouveaux commencements inspirants. Dans le cercle de justice, Truman et Sloan étaient des figures centrales. Sloan partageait son temps entre le projet et ses responsabilités policières, tandis que Truman consacrait ses journées à encadrer les jeunes et à renforcer les initiatives du refuge. Il avait regagné la confiance d'Evelyn, qui participait désormais activement aux événements communautaires et contribuait occasionnellement aux activités du projet. Les jeunes qui autrefois voyaient Truman avec suspicion le considéraient maintenant comme un mentor. Le soir, après une longue journée de travail, Truman et Sloan se retrouvaient souvent dans la cour du projet pour discuter des idées d'expansion des activités. En regardant le coucher de soleil, Truman réfléchissait à combien sa vie avait changé. Il savait que le travail pour la communauté et la police ne finirait jamais, mais avec Sloan à ses côtés, il sentait qu'il avait trouvé non seulement la rédemption, mais aussi un but partagé qui rendait tout cela valable.